Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste, le comédien, le réalisateur québécois Adib Al-Khalidé pour parler d'humour. Comment ça va, Adib? Ça va très bien et toi? Ça va super. J'ai essayé de me recevoir. Avec grand plaisir, merci d'avoir accepté. Je n'y croyais pas au départ, mais merci beaucoup. Non, ça fait vraiment plaisir. La pandémie a changé beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qu'on commence à faire. J'avais jamais fait de podcast avec quelqu'un en Europe alors que moi j'étais à Montréal. Tu sais, j'ai déjà fait un podcast en Europe, mais j'étais là en personne, donc non, c'est génial comme ça. T'avais fait le podcast avec Louis Dubourg? Ouais, exactement. C'est le seul podcast que j'ai fait en Europe, en France. Skype et Zoom existaient déjà avant la pandémie, mais on dirait que c'est la pandémie qui nous a fait réaliser qu'on pouvait utiliser et faire des trucs assez cool avec ces plateformes. À fond. Je me posais la question, est-ce que je suis le premier Belge auquel tu parles ou tu as déjà parlé à d'autres Belges dans ta vie? Non, je pense... non, j'ai parlé à des Belges. Il y a quelques humoristes belges à Paris, non? Il y en a, mais je sais pas si tu les as croisés. Il y en a pas 1000 non plus. Moi, je peux commencer en te disant que je ne ferais pas d'humour si c'était pas de Jacques Brel. Ok, donc c'est grâce à la Belgique que je fais de lui. C'est grâce à un artiste belge. Parce que moi, dans le fond, mon premier vrai contact avec l'art, c'est Jacques Brel. Avant ça, je pense que j'avais absolument aucune intention artistique, j'avais pas de je savais même pas qu'est-ce que ça existait en fait, le monde des arts. On discutait pas de ça chez moi. C'est pas que mes parents n'aimaient pas l'art, mais jamais je m'étais posé des questions au sujet de l'art. J'avais jamais vraiment creusé dans le parcours d'un artiste. Puis à 15 ans, je crois, je suis tombé sur Jacques Brel, alors qu'à cette époque-là, j'écoutais que de la musique techno et du rap. Et je suis tombé sur Jacques Brel et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais c'est devenu le point central de mon existence pendant au moins 10 ans. Pendant au moins 10 ans, j'étais obsédé par Jacques Brel. Ah ben j'ai écouté 1000 podcasts sur toi, je n'ai jamais entendu Jacques Brel, du coup j'ai déjà une exclusivité dès le départ. C'est vrai? Et je suis totalement obsédé par Jacques Brel. Genre, je connaissais, je sais même pas combien de chansons de lui je connaissais par cœur à l'adolescence. Je chantais des chansons de Jacques Brel dans la rue, dans l'autobus avec mes amis, partout où j'allais, on me demandait de chanter de Jacques Brel. J'étais à fond dans Jacques Brel. Ok. Puis je pense que même aujourd'hui, mes artistes musicaux français préférés, c'est tous des Belges. Donc, même si j'ai peut-être jamais parlé directement à un Belge, je suis très connecté à la culture belge. Je pense qu'il y a quelque chose entre la culture belge et moi qui résonne très fort. Grâce à l'art et grâce à Jacques Brel. Cool. Grâce à Jacques Brel, exactement. Je suis sûr que tu le connais plus que moi. Peut-être. Je sais pas si les gens, je sais pas c'est quoi la réputation de Jacques Brel aujourd'hui, mais moi j'ai toujours adoré. Non, il a une très très bonne réputation. Bon, ça date un peu plus, mais il y a aucun Belge qui dira du mal de Jacques Brel. C'est bon, ça. C'est les Français essaient de se l'approprier comme Stromae beaucoup plus tard. On le garde, celui-là on insiste, il est bien belge. Si vous voulez, vous pouvez prendre Lara Fabian, mais Ça c'est le Québec s'est approprié Lara Fabian. Oui, aussi. Bah vous pouvez la garder. C'est bon. Mais Jacques Brel est à nous. C'est bon. Ah, je voulais te demander, parce que tu l'as dit, hein, c'était un peu une situation un peu particulière, tout le confinement, mais toi, comment tu l'as vécu? Je sais pas, j'ai pas fait le point encore sur cette situation parce que j'ai pas l'impression qu'on en a terminé avec cette histoire. Moi, j'ai encore l'impression que je vis une nouvelle vie qui est modelée, qui essaye de fitter dans le mode de vie de confinement. Hier, j'ai fait mon premier spectacle en 3 mois. Oui, j'ai vu ça sur Insta. J'étais heureux de monter sur scène, mais j'arrivais pas à faire comme si tout était normal parce que tout n'est pas normal. Donc, personnellement, il y a clairement quelque chose qui a changé. C'est-à-dire, je peux pas juste continuer à vivre ma vie ou travailler de la même manière. Moi, il y a quelque chose qui a changé en moi avec le confinement, mais je sais pas exactement c'est quoi. Je pense que la chose numéro 1 que j'ai réalisée au début, c'est que à partir du moment où j'ai su qu'on pouvait plus sortir ou plus faire de spectacles, et surtout à partir du moment où on pouvait pas déterminer exactement à quel moment on recommencerait à faire des spectacles. J'ai vraiment eu l'impression que j'avais pris pour acquis toute ma carrière le bonheur ou le plaisir ou juste la liberté. Tu sais, c'est juste la liberté de monter sur scène. D'habitude, quand je jouais pas, c'est moi qui choisissais de ne pas jouer. Et là, c'est
c'est la vie qui en décidait autrement. Puis je pense que c'est un bon wake-up call pour se rappeler que pas juste le côté pandémique, là, mais la vie, genre les choses que t'aimes, ça peut partir comme ça pour une raison ou une autre, puis après t'as plus accès à ça. Donc moi c'était juste un petit rappel, petite piqûre de rappel de genre si t'aimes ça, faut être plus généreux avec les gens, faut donner plus, faut faire plus de scènes, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi arrêter de travailler juste dans un mode de performance et de rendement et aussi interagir avec les gens à travers son art, parce que j'ai l'impression que là, avec la pandémie, j'ai voulu mettre du matériel en ligne, mais j'ai que du vieux matériel, j'ai que mon deuxième spectacle, et j'ai des heures et des heures de matériel que j'ai jamais capté ou filmé ou enregistré qui traînent dans ma tête ou dans mes notes, et j'avais tellement envie d'avoir quelque chose à donner. Je voulais juste donner quelque chose et j'avais rien, et ça m'a fait beaucoup réfléchir à ma manière de travailler. Je pense que dans les prochaines années, je vais essayer de donner un peu plus. Eh ben, le fan d'humour que je suis, c'est super content d'entendre ça, parce que moi, le seul moyen d'avoir des trucs, c'est que tu les mettes en ligne ou d'aller au Québec. Et il y en a un qui est plus cher que l'autre. Ben, c'est ça. Donc, j'aimerais beaucoup, justement, pouvoir mettre plus de trucs sur YouTube, notamment. Déjà, mes 2 premiers spectacles que j'ai faits, je les ai faits en collaboration avec une chaîne télé ici au Québec. Et là, pour avoir le droit de les diffuser sur Internet, il faut que je demande des permissions, c'est pas compliqué. En fait, il y a rien qui t'appartient quand tu crées quelque chose en collaboration avec un diffuseur ou avec une télé. Et là, j'ai mon 3e, si on veut, spectacle, entre guillemets, qui en est pas, c'est pas un spectacle complet, c'est que 30 minutes, mais qui est sur Netflix. Et là, c'est la même chose. Si je veux prendre un petit numéro, un petit bit du show pour le mettre sur YouTube, j'ai même pas le droit. Il y a toute cette réflexion-là pendant la pandémie où je me suis dit, j'ai tout intérêt dans la carrière que j'essaie de me fabriquer, de posséder mon matériel et de... Que ça soit à toi et d'en faire ce que tu veux avec, quoi. Exactement. Par exemple, ce que tu as fait pendant la pandémie, moi je te remercie énormément pour ça, c'est parce que ça m'a fait tellement rire, c'est les vidéos en direct de la forêt. Moi, c'est le truc qui m'a fait le plus rire pendant ce confinement. J'adore ce truc. Franchement, je devais faire pause parce que je riais beaucoup trop fort et donc je ratais des vannes. C'est vraiment bon. Ah, merci. Mais est-ce que toi, t'as eu du fun à le faire aussi? Non. Non, mais en fait, oui et non. Puis là, t'as dû remarquer que j'ai arrêté à la 4e parce que ça me prenait peut-être 20 à 30 heures de montage. Je sais que ça a l'air de rien, mais Non, c'est énorme. Pour arriver à quelque chose que moi, je trouve qui me fait rire ou que je trouve potable en termes de qualité, ça me prenait environ peut-être 1h30, 2 heures à tourner. Et puis là, j'arrivais ensuite à l'ordi et il fallait que je visite les 2 heures de tournage. Je coupe. Ensuite, une fois que j'ai terminé, il fallait que je fasse les putains d'écriture sur l'écran. Et tout ça, ça me prenait 2 jours encore au complet juste je faisais une V1 avec les premières jokes écrites. Après ça, une V2. Après ça, je faisais la colo. Tu sais, c'est trop. Je vais en faire d'autres. C'est sûr que j'en fais d'autres. Mais je voulais pas me fixer une limite de une par semaine ou pas de limite parce que faut faire ça dans le plaisir. J'avais du plaisir, mais je trouvais que c'était énormément de travail et ça prenait beaucoup plus que je pensais. Et est-ce que tu saurais pas déléguer une partie, que quelqu'un puisse t'aider ou quoi? Ou tu aimes bien justement être à la tête de tout, quoi? C'est tellement délicat la manière de tourner ces trucs-là parce que, en fait, ce que j'ai appris, ça m'a beaucoup appris. De m'asseoir comme ça devant une caméra et d'essayer de faire du stand-up, si on veut, de faire des jokes, de faire des bits. Ça m'a beaucoup appris parce que face à une caméra, quand t'as pas le public, t'as pas d'adrénaline. T'as pas le sentiment de panique. T'as pas le sentiment d'échec. Il y a rien, en fait. Il y a aucune émotion. Mon épouse était avec moi puis elle me disait que je devais trouver le moyen d'être mindful, c'est-à-dire d'être présent. Parce que sinon, j'avais pas t'as tellement un feedback quand t'es devant un public que ça te donne une énergie, qu'elle soit positive ou négative. T'as quelque chose avec laquelle jongler, mais face à une caméra assis tout seul. C'est ça que les écritures que tu faisais aidaient beaucoup, moi je trouvais, parce que ça faisait une réaction à ce que tu dis à chaque fois. Et moi je trouvais ça génial parce que comme toi, le fait de pas avoir de réaction, c'est trop bizarre en fait. Les écritures, c'est vrai que ça venait rajouter le petit côté... c'est ça en fait, je me suis beaucoup... Pour être très très honnête, je me suis beaucoup, même si le montage prenait du temps, je me suis beaucoup amusé au montage parce que j'avais l'impression que j'étais en train de développer un nouveau langage
pour moi, en fait, un truc qui me faisait rire. Parce que c'est sûr qu'on pense aux gens quand on veut faire rire les gens, mais je pense que l'objectif numéro 1, c'est que moi, je trouve ça drôle. C'est qu'il y a une partie de moi qui se dit, OK, je crois qu'il y a quelque chose de drôle là-dedans, et j'ai beaucoup de difficultés à faire quelque chose que je trouve pas... Soit je trouve que la qualité est au rendez-vous, c'est-à-dire en termes de travail, j'ai mis suffisamment de travail, ou si je suis pas capable de mettre le travail que je veux parce que j'ai pas le temps ou pas l'équipe ou blablabla, j'aimerais au moins retrouver le petit côté, une authenticité ou un côté où moi j'ai l'impression que je suis en train de creuser quelque chose de nouveau pour moi. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à creuser, disons, avec ces 4 capsules de merde, mais qui sont quand même... C'est comment Je trouve qu'elles sont vraiment top et j'étais trop content quand tu as dit qu'il y en avait d'autres qui pourraient arriver à un moment donné. Je vais les attendre avec impatience, je te promets. Il y en aura d'autres. Je suis super content. Je peux arrêter le podcast là, je serai content. Mais je vais quand même continuer parce que j'ai plein de questions. J'ai vu aussi que tu fais un festival ici le 5 juillet, ce qui est un festival au volant. Ouais. Est-ce que t'es encore stressé quand tu fais des spectacles comme ça ou plus du tout maintenant après toutes ces années de carrière? Non, j'ai encore la peur d'échouer ou de pas être à la hauteur de ce que j'aimerais offrir ou être, mais je sais que tout ça c'est juste des mensonges intérieurs, c'est juste du blabla intérieur, ça représente rien dans la vraie vie en fait. C'est-à-dire que je sais que tout ce que je vis à l'intérieur comme émotion ou les pensées dans ma tête qui traversent mon esprit par rapport à l'échec avant de monter sur scène, je sais que ça veut absolument rien dire sur qui on est véritablement. Ça fait assez longtemps que je fais ça pour savoir que même le plus retentissant, le plus cuisant des échecs peut t'en relever tant que c'est un échec de scène. Tu sais, y a rien qui va te définir comme individu. Mais je pense que j'ai encore ce côté où j'espère que je vais pouvoir montrer aux gens ce que moi j'espère de moi ou je vois de moi. Donc il y a une petite peur, ouais, il y a une petite peur. Mais il y a aussi le côté, c'est sûr que tous les humoristes ont ça, je pense qu'il n'y a pas un humoriste qui monte sur scène puis qui a pas le désir profond de se trouver bon en sortant, tu sais, on veut sortir de scène puis on veut sentir qu'on a été bon, tu sais, que ce soit parce qu'on a connecté avec le public ou que ce soit parce qu'on a fait rire plus que d'habitude ou je sais pas, il y a comme un fil. C'est sûr que je dirais que ça fait partie de mes peurs. Des fois, je me dis, fuck, j'espère que je vais sortir puis je vais m'être senti bon aujourd'hui, tu sais, mais sinon, j'ai plus aucun symptôme physiologique par rapport à monter sur scène. J'ai pas le cœur qui bat, j'ai pas la salive qui devient rare dans la bouche. Ouais. J'ai plus tout ça. Ça t'a pris combien de temps pour plus avoir ça ou dès le début t'avais pas ça? Parce que j'ai envie de savoir si je peux être rassuré. Est-ce qu'à un moment donné j'aurais plus ça? Ou alors c'est juste que toi t'as jamais eu ça Non, moi j'ai eu ça très longtemps. Les premières années, je dirais les 3-4 premières années. Premièrement, la première année où j'ai fait de l'humour, je dormais pas un mois avant un spectacle. Ça peut te rassurer. Un mois avant, genre, j'étais en panique, constamment en panique. Constamment le cœur qui débat, constamment... Je marche tout seul dans la rue, je suis en train de paniquer. Genre, c'est pas humain les débuts d'une carrière en humour ou en art en général. Je pense que c'est pas, il y a quelque chose de totalement inhumain là-dedans. Mais moi, pendant toute ma première tournée, j'allais pas très bien personnellement. Puis j'ai pas du tout en fait apprécié ma première tournée. Puis quand j'ai terminé mon premier show, je pensais que j'allais plus jamais faire d'humour de ma vie. J'étais persuadé que j'en ferais plus jamais. Pourquoi? Parce que c'était trop dur ou parce que t'étais juste pas bien dans ta vie et tout ça ou? Je pense que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé ma tournée à 24 ans. Donc je suis rentré dans le monde des adultes un peu trop tôt et ça m'a pris du temps avant de comprendre certains trucs. Donc, à cet âge-là, donc quand j'ai fini ma première tournée à 26 ou 27 ans, à ce moment-là dans ma vie, la seule solution qui me semblait pertinente, c'était de ne plus faire d'humour. Donc, j'étais persuadé que j'allais plus en faire. Puis finalement, le Bordel Comedy Club a ouvert ses portes à Montréal. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à aller jouer là-bas, genre, pour mon simple plaisir personnel, pour mon bonheur à moi. Et ça m'a pris peut-être un an et demi à jouer là-bas presque exclusivement, avant de reprendre contact avec ce que j'aimais du métier d'humoriste, que j'avais complètement perdu en 3-4 ans de carrière, c'est ça, en début de carrière.
Ok, ouais, j'avais entendu ça, tu disais ça dans le podcast Sous écoute avec Mike Ward. Et en fait, le bordel, ça avait sauvé ta vie. Et Mike Ward, il était genre un peu gêné en mode, bienvenue. Ouais, c'est vrai. Je trouve que le milieu de l'humour, c'est un milieu que pour l'instant, je décris comme étant je dis pour l'instant parce que je continue à réfléchir à ce sujet, mais pour l'instant, je décris le milieu de l'humour comme étant un milieu amoral, c'est-à-dire un endroit où le bien et le mal ne semblent pas être déterminés et qualifiés de la même manière par tout le monde. Ça semble pouvoir venir d'un côté comme de l'autre. C'est un milieu très compétitif. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre leur gain personnel au profit de ta santé mentale s'ils peuvent le faire. Tu peux traverser des tempêtes dans la solitude, puis les personnes qui étaient de ton côté ne le sont plus. C'est presque être un marin solitaire en pleine mer, puis des fois, oui, il fait soleil, il fait beau, mais le lendemain, les vagues veulent te tuer, puis tu comprends pas pourquoi. Puis donc je dis pas qu'il est bon ou mauvais, je dis il ne semble pas y avoir une distinction claire entre le bien et le mal dans ces milieux-là, ce qui fait que tu dois développer une confiance en ton propre code moral, en ton propre code de conduite. Ça doit tellement être si t'as pas ça puis tu rentres dans le milieu, t'es fait. Ce milieu-là va dévorer tout cru des gens qui n'ont pas accès à leur propre code de morale et leur valeur. Parce que du moment que tu essayes de faire quelque chose pour jouer au jeu, de réussir et d'atteindre des rendements supérieurs, puis tout ce jeu-là, je pense c'est ça qui peut mener à sa perte un artiste parce qu'on est tous tellement différents, puis malheureusement on finit toujours par la force des choses à se comparer aux autres et essayer de copier des modèles des autres. Mais il y a rien de plus cucu que faut être soi-même. Il y a que toi qui as ton chemin, puis chacun sa route, chacun son chemin, comme on dit là. Mais ça prend du temps avant de comprendre ça. Non, c'est clair, mais en fait, on le sait. Mais moi, je vais le dire tous les jours. Il faut rester soi-même. Mais y arriver, c'est tellement plus dur que ça. C'est le combat d'une vie, être soi-même. C'est le combat d'une vie. Il y a rien de plus simple à l'écrit et de plus compliqué en pratique. C'est la chose la plus compliquée parce que c'est le monde de l'abstrait. C'est nous-mêmes, c'est face à soi-même en fait. Déjà ça prend le tiers d'une vie avant de comprendre que t'es ton seul véritable ennemi. Il y a personne d'autre. Ça c'est ce qui prend le plus de temps. Après, une fois que t'as compris ça, tu apprennes à voir le mal en toi, ta part d'ombre. On n'a pas que des bonnes intentions quand on est dans un milieu artistique. On veut connecter avec le public. Oui, on veut défendre les causes qui nous sont chères. Oui, on est motivé par des intentions magnifiques. Mais il y a aussi l'autre côté qui veut arriver au top, arriver au sommet, dominer. Tout ça, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé mentale. Tu veux briller. Il y a un moment donné, tu veux qu'on te félicite, tu veux les applaudissements, tu veux les rires, tu veux qu'on te dise que t'es bon. Ouais. Et que ceux qui font comme toi te disent la même chose. Enfin, faire rire, par exemple, quand tu fais un rire à un autre humoriste, c'est incroyable, tu vois. Ouais. T'as tout ce qu'il te faut, t'as la reconnaissance, t'as le rire, t'as un peu tout ce que tu recherches. Mais après, c'est pas très simple, parce que quand tu l'as pas, c'est dur. C'est vraiment une montagne russe. Quand tu l'as, c'est génial. Quand tu l'as pas, c'est horrible, quoi. Le gap entre les deux est énorme, quoi. Et je pense que la vérité se situe quelque part au milieu entre ça, c'est-à-dire que ça, c'est censé être notre état, le milieu entre l'euphorie et la tragédie. C'est censé être plutôt ça, notre terrain de jeu émotionnel, le comment de naviguer une carrière. Oui, on va atteindre des hauts et des bas en termes de résultats, mais nous, en tant qu'êtres humains, il faut apprendre à rester au milieu. C'est essentiel parce que je connais tellement de gens qui sont au top au niveau de leur carrière, mais qu'au niveau humain, c'est de la merde leur vie. 90% des gens que je connais qui sont au top, leur vie, c'est de la merde. Puis c'est parce que on met tous nos œufs dans le même panier, on investit notre énergie à un seul endroit, mais la vie, c'est pas que la carrière, c'est la famille, c'est les amis, c'est toi, psychologiquement, physiquement, c'est comment, je sais pas, c'est comment tu gères tes amitiés, à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais, qui tu aides pas. C'est comme il y a tout le pan humain qu'on oublie quand on rentre dans cette dynamique de vouloir atteindre le sommet. Puis je vais pas faire semblant. Moi, il y a une partie de moi, c'est sûr que
je rêve de choses que je suis peut-être en train de dénoncer en ce moment, mais je sais ce qui m'attend si je ne fais exclusivement que ça. On est parti directement dans du deep dès le départ du podcast. Pas le choix. Avant de revenir un petit peu sur tout ton parcours, je voulais vraiment te remercier de faire le podcast. Je vais te poser une question qui se pose pas, mais pourquoi tu as dit oui au podcast? J'avais envie de... Je sais pas, je pense que j'avais juste envie d'être sympa. Ok, ouais, mais c'est cool. D'habitude, moi je dis non à beaucoup de choses, mais les podcasts, on dirait que ça vient me chercher. Je sais pas pourquoi. Il y a des journées comme ça, je me dis j'ai pas envie, puis il y a d'autres jours où je me dis j'ai envie d'être sympathique avec quelqu'un qui m'approche, qui a son podcast. C'est ce genre de pensée là que, en fait, c'est presque consciemment, je me dis aujourd'hui, connecte avec quelqu'un, va vers quelqu'un. Sois sympathique au sens propre, c'est-à-dire soit dans la connexion avec quelqu'un, puis c'est juste comme ça que j'ai accepté. J'aurais pu m'approcher dans 3 mois, puis peut-être j'aurais dit non parce que cette journée-là, j'aurais pas eu cette pensée-là, mais... Moi, je suis super content, mais je t'avoue avoir envoyé un peu le message en me disant « Allez, on tente, mais jamais il va me répondre oui. » Et j'ai vu la réponse et depuis un mois, je suis en mode oh, « Mon Dieu, il m'a dit oui, j'en parle à tout le monde. » Mais malheureusement, les humoristes québécois, c'est pas encore ce qui est le plus populaire en Belgique. Donc les gens font « Ok, mais c'est qui ?» Mais si, c'est... Et du coup, il y a un truc qui me permet de te situer pour les autres, c'est la vidéo où tu ne veux pas voir la photo du bébé. Ça a fait tellement un buzz ici que je dis c'est le gars qui veut pas voir le bébé. Et c'est bon, tout le monde voit c'est qui. Ça a fait un buzz ici, c'est un truc de fou. Mais c'est génial, hein, la série est top. Mais on va revenir dessus. Quand je prépare l'épisode, j'écoute tout ce que tu as fait et j'ai tout réécouté, les passages que tu as fait, mais tu en as fait vraiment beaucoup. Tu as fait le Café Holocène, le podcast de Thomas Levac, le Vieux Garçon, le podcast de Guillaume Wagner. Je suis pas un journaliste, donc j'ai tout réécouté. T'as tout écouté mes podcasts? Ouais, j'ai tout écouté, mais je suis vraiment un fan. Du coup, je les avais déjà écoutés avant, et là, je me suis dit, je vais réécouter, et j'avais oublié qu'il y en avait autant. Et du coup, je sais beaucoup trop d'informations sur toi. C'est bon, mais t'as dû voir toutes mes contradictions aussi. Oui, mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a des podcasts vraiment différents. Quand t'écoutes sous-écoute et que tu passes après dans le podcast de Thomas Levac, c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas les mêmes sujets. Et du coup, c'est chouette parce que tu vois plusieurs facettes de ta personnalité. Je trouvais ça super chouette. Mais qu'est-ce que t'aimes vraiment dans le podcast? Qu'est-ce qui t'attire? Il y a un côté humain inévitable. C'est le côté humain inévitable. Parce que si on faisait un entretien, si on faisait une discussion de 20 minutes seulement, ou 10 ou 15 minutes, je serais pas j'aurais pas ce côté détente, parce que j'aurais l'impression que très rapidement je dois me taire, ou il y a quelque chose dans le format long de la discussion qui nous permet de sortir du mode performance. Quoique on est toujours en performance, c'est sûr, je suis en entrevue, donc il y a une partie de moi qui veut dire des choses pertinentes. C'est pas ça que je remets en cause. C'est juste que je pense que quand on fait des 5 ou 10 minutes d'entrevue, on n'a jamais le temps d'aller profondément dans un sujet. Mais le podcast, je pense, c'est pour ça que je suis tombé amoureux de ça, parce que ultimement, tu vas toujours dig deep, comme on dit, ou tu l'as dit tout à l'heure, on était deep dès le début, puis c'est ça que j'aime. Oui, mais moi j'adore, c'est tellement, comme tu dis, c'est humain, c'est pas comme à la radio où t'as des trucs de son qui vont couper, t'as des pubs, il faut être drôle, il faut rire. Il faut que ça aille vite. Il n'y a pas de pause à prendre. J'avais adoré un truc que tu as dit, c'est, je sais plus si c'est dans le podcast dans sous-écoute ou un autre, parce que du coup j'ai tout écouté trop récemment pour savoir c'est lequel. Mais t'as dit que dans les entrevues où des fois tu te sens un petit peu obligé de rire et c'est le pire truc au monde, que t'as l'impression de perdre un morceau de ton âme. Et je me suis dit, c'est tellement vrai. Ça m'a vraiment fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, il n'y a pas que moi qui, quand je ris mais que c'est pas drôle, ça me fait mal. Ouais, ça fait mal physiquement. Tu sens, il y a quelque chose qu'on enlève de toi. C'est ta vérité, c'est ta personne. Puis la radio et la télé, ça t'oblige à rire faux. Ça t'oblige à être malhonnête, en fait. Mais parce que ces situations-là, je sais pas, il y a quelque chose d'intrinsèque à la radio commerciale et la télévision commerciale, de fake. Puis je dis ça, mais j'en fais. Puis pour moi, c'est pas un jugement de valeur, c'est un fait
observable sur 10 ans de faire de la radio et de la télé. Je mets un pied là-bas puis je réalise que c'est plus compliqué d'être soi-même, mais parce que tu interagis avec tellement de gens qui sont victimes des paramètres et qui doivent respecter un roulement, qui doivent respecter un rendement, qui doivent respecter tellement de choses que finalement il reste plus de place pour l'être humain. Puis moi je suis fondamentalement fasciné par les êtres humains. Moi je trouve que c'est ça mon obsession. C'est ma vraie obsession, c'est les gens. J'aime les gens. J'aime regarder les gens. J'aime parler aux gens. J'aime découvrir les petits côtés uniques de chaque individu. J'aime à quel point on est tous différents et on a tous des choses en commun. J'adore cette espèce de contradiction qui est jouissive en fait, puis que j'ai l'impression qu'on prend pas assez le temps de réaliser à quel point on est tous uniques, mais on a tellement de choses en commun, puis juste la combinaison de ces deux facteurs-là font que je préfère avoir l'opportunité de parler longtemps avec quelqu'un que 10 minutes puis devoir juste vendre ma salade. On va faire de la radio commerciale quand on a des choses à vendre. Pas qu'on veut parler. T'as l'impression d'être peut-être un produit plus qu'une personne en fait. Mais moi je suis à l'aise avec ça. Moi je suis un capitaliste assumé. Moi j'aime le capitalisme. Moi je trouve que le capitalisme c'est un modèle qui a ses failles, mais j'ai pas de problème avec le côté entrepreneurial de je fais un spectacle et je veux le vendre. Il faut que j'aille vendre ma salade. J'ai fait un film, je vais aller vendre ma salade pour que les gens viennent je trouve que c'est totalement légitime. J'ai rien contre le côté vente, mais c'est juste que il y a aussi un volet qui est négligé par les courants populaires médiatiques, qui est juste la discussion pour philosopher. Tu sais, c'est à travers les discussions que je me découvre comme personne. C'est à travers les discussions que je découvre des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives. Pour moi, ça fait partie, c'est fondamental dans le travail, c'est de parler avec des gens. Puis tu peux pas faire ça quand tu t'en vas faire une émission de télé, puis il y a 40 caméras, puis il y a une régisseur, puis le gars il a déjà toutes ses questions, puis ils ont déjà préparé trois jeux avec toi pour faire des blagues. Puis là, dès que tu commences à parler, il t'écoute déjà plus parce qu'il est déjà dans son prochain truc. Donc tu sais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime les podcasts et c'est pour ça que quand tu m'as approché, je suis comme, tu sais, j'ai même pas été checker ton podcast, j'ai même pas été vérifier ce que tu faisais, j'ai juste fait. Tu sais quoi, il y a un gars en Belgique, il fait un podcast, il m'approche, j'ai dit oui. Fuck it. Moi, c'est un truc que j'adore avec le podcast, c'est par exemple, c'est comme tu dis, on se connaît pas, on s'est jamais parlé, et moi je t'entends dans des podcasts et je connecte, tu vois, je veux dire, ah lui aussi il pense comme ça, lui aussi il a vécu ça, et même si on n'a absolument pas eu la même vie ni le même parcours, mais c'est chouette de connecter avec des gens et c'est pas possible dans un truc de radio comme tu dis où on va faire 3 blagues, on va parler de ce que tu fais et on va être dans la vente plus que dans la conversation quoi. Mais tu sais qu'est-ce que j'aime aussi dans le côté podcast, c'est l'équivalent de mettre une conversation audio dans une bouteille et la lancer à la mer. Puis Internet c'est tellement vaste, il y a tellement de choses, c'est vraiment un océan, tu sais. Puis on dépose cette conversation dans Internet, puis peut-être qu'un jour quelqu'un va tomber dessus par hasard et ça va changer sa journée, ou je sais pas, peut-être que moi, dans 10 ans, je vais retomber là-dessus, je vais dire, waouh, j'ai fait ce podcast-là avec Régis, puis je le connaissais pas, mais c'était cool, tu sais. Il y a tout ce côté-là que j'aime du podcast aussi, qui est non officiel. Même quand c'est officiel, c'est non officiel. Ça, c'est important, ouais. Je suis à fond avec toi. J'adore ça. Mais j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps. Moi, j'ai découvert ça genre en janvier de cette année-ci. Ok. De commencer à en écouter, mais j'ai tout écouté, mais des heures d'écoute. En fait, je fais beaucoup de routes et du coup, je fais un trajet, genre j'écoute un podcast, je fais un autre trajet, j'écoute un autre podcast et plus jamais j'ai écouté la radio depuis janvier. C'est là qu'on réalise que la radio nous remplissait quelque chose. La radio, il y a quelque chose de magnifique, c'est qu'on voit pas les visages. Quand tu es dans la voiture, tu vois pas le visage, donc il y a tout un monde de jugement qui naît à partir du moment où tu regardes quelqu'un parler. Dès que tu vois pas la personne parler, il y a tellement de jugements qui disparaissent et de préjugés parce que tu es concentré juste sur la conscience, la voix, la manière d'articuler une idée. Il y a quelque chose de tellement intime dans le fait d'écouter quelqu'un quand tu es en voiture ou dans tes écouteurs ou peu importe, mais surtout en voiture, je dirais, que la radio réussissait à nous donner. Je pense tranquillement, on est en train de réaliser, ok, j'ai pas besoin qu'on choisisse pour moi de la musique, mais j'ai pas besoin qu'on m'arrête à chaque 4 minutes pour faire de la pub. Tu sais, moi, il y a des podcasts que j'écoute, ils commencent avec la pub et ils finissent avec la pub.
Et je suis à l'aise avec ça. J'ai pas, je vais même les écouter s'il faut, ça me dérange pas. Mais j'aime qu'on puisse ne pas être interrompu. Et c'est ce que la radio commerciale semble acharnée à ne pas comprendre. Je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait d'accord. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Si tu veux bien, je t'avais dit avec mes invités, j'aime bien c'est revenir sur vraiment tout leur parcours. Et ce qui m'intéresse moi pour commencer, c'est un peu savoir ton enfance. C'est à savoir, est-ce que dans ton enfance, tu étais déjà quelqu'un de drôle? Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de comique? Mais vraiment quand tu étais petit, genre au primaire, quoi. Ouais, moi j'étais dans le fond... à partir de l'âge de 7 ans, j'ai commencé à être interpellé dans ma famille pour faire rire tout le monde. Genre, on me disait, viens dans le salon, puis là, on me demandait beaucoup d'imiter des accents. Parce que j'ai toujours grandi dans des immeubles à logement où il y avait de toutes les cultures, de toutes les communautés. Et par la force des choses, j'ai appris à imiter. C'est très scolaire, c'est très, je veux dire, c'est très juvénile, mais c'était ça. J'avais 7 ans. J'ai appris à imiter les accents de tout le monde dans mon immeuble. Puis je faisais rire mes parents avec ça. Puis là, mes parents, quand leurs amis étaient là, ils me disaient, viens faire rire les amis. Assez jeune, on m'a valorisé pour ça. On m'a encouragé à faire rire les gens, mais j'ai pas pensé que je deviendrais humoriste avant l'âge de 18-19 ans. Ça m'a pris un certain temps. Et est-ce que tes parents étaient des gens drôles aussi, ou c'était toi de la famille qui du coup ressortait énormément? Tu vois ce que je veux dire? Ben, mes parents étaient des rieurs. Ça, c'est un type de rieur particulier. Chacun de leurs rires était... Il n'y a pas de mot pour ça en français, puis ça me fait chier. Peut-être que ça existe, mais chacun de leurs rires était wholehearted. C'est-à-dire, c'est le cœur au complet qui accompagne le rire. C'est des gens que quand ils riaient avec toute l'énergie qu'ils avaient. Puis je pense que c'est ça dans mon esprit, fait que j'ai baigné dans un endroit où le rire était hyper sécurisant, hyper chaleureux. J'ai beaucoup vu de joie exprimée par le rire dans ma maison. C'est sûr que ça a dû créer une obsession pour moi par rapport au rire parce que il y avait pas que de la joie dans ma famille, il y avait beaucoup d'épreuves. Donc, je pense qu'à ce jour, inconsciemment, j'essaie de juste recréer ce sentiment de sécurité. Quand j'entends des gens rire, généralement, ça fait que je me sens en sécurité. Et est-ce que c'était la même chose à l'école ou t'étais plus réservé à l'école? À l'école, en fait, j'étais très réservé, très timide, jusqu'à ce que mes parents divorcent. Et là, j'étais plus timide, là, j'étais plus du tout réservé. Là, je pense que, en fait, moi, ici, on a l'école primaire et ensuite, on a l'école secondaire. Je sais pas si... Nous aussi, en Belgique, c'est de la première à la 6e secondaire. Ok, bon, alors, au primaire, j'étais très timide et très réservé. Et je me rappelle l'été avant de rentrer au secondaire, donc à peu près à l'âge de 11 ans. L'été avant de rentrer au secondaire, on change d'école. On va rencontrer des nouvelles personnes. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à nous et qui s'ouvre à nous. Je me souviens d'avoir des moments avec moi-même où je me disais, c'est fini le gars timide. Ok. Genre, c'est fini. Genre, je veux être le gars qui est pas timide. Je veux pas être le gars gêné. Et quand je suis arrivé à l'école secondaire, je voulais être le gars le plus drôle de l'école. C'était mon but. Les premières années, j'en suis pas fier, hein, mais ça fait partie de mon parcours, donc il faut que j'en parle. Les premières années, j'utilisais beaucoup la moquerie pour faire rire les gens. Puis à partir de l'âge de 13 ou 14 ans, j'ai vécu une situation où, dans le fond, nous, à l'école, comment ça fonctionnait pour faire rire les amis, il fallait toujours que soit on rit de quelqu'un ou qu'on rit de nous. Il y avait comme une espèce de dynamique un peu juvénile et toxique de la découverte de la moquerie, si on veut, ou comment. C'était la façon la plus drôle de susciter un rire. Puis un jour, il y a un monsieur qui est venu nous voir après l'école, puis c'était le père d'un ami, d'un camarade de classe. Il est venu nous dire, pourquoi vous riez de mon fils? Il rentre à la maison, il pleure, il est pas content, il dort pas bien, blabla. Puis lui, le monsieur, il était d'origine libanaise. Moi, j'ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de Libanais. Et puis il nous parlait en arabe comme ça en sortant du train. Il nous disait en arabe, pourquoi vous faites ça? C'est votre camarade de classe. Puis ce jour-là, de la manière que son père nous a parlé, moi, j'ai décidé ce jour-là, je pense que j'avais 13 ans, que plus jamais je me moquerais de quelqu'un de ma vie. Puis je l'ai vraiment plus jamais fait parce que peut-être que je l'ai fait avec des amis, mais ce que je veux dire, je n'ai plus jamais fait de blagues à propos de quelqu'un ou au sujet de quelqu'un parce que j'ai réalisé que ça avait un impact sur la santé mentale de quelqu'un, tu sais. C'est pour ça que dans mon humour, c'est très rare que tu vas me voir
insulter quelqu'un directement ou lui, en fait, humilier quelqu'un. C'est très rare que tu vas me voir faire ça parce que je l'ai fait jeune. J'ai vu les conséquences de ça, mais j'ai pas du tout apprécié les conséquences. T'as appris de tes erreurs, quoi. Exactement, exactement. C'est le style d'humour que je supporte pas quand j'ai l'impression qu'on se moque de quelqu'un. Donc si t'avais fait ça, je ne serais pas en train de faire le podcast avec toi. Mais tu sais, en même temps, quand t'es jeune, quand t'as 10, 11, 12 ans, les enfants, c'est tellement un... Moi, j'ai été beaucoup battu quand j'étais petit par des jeunes. Tu sais, j'ai grandi dans un quartier où faire sa place, c'était pas facile, c'était pas évident. Donc oui, je dis que j'ai appris de mes erreurs, mais d'un autre côté, il y a quelque chose de fondamentalement toxique dans le fait de devenir un adolescent, dans le fait de devenir un adulte. C'est que tu essaies de faire ta place dans un monde où tu découvres la méchanceté. Et puis, des fois, la meilleure manière de se défendre, c'est de faire comme ce que tu vois, tu sais. Là où ça devient grave, c'est de réaliser tout ça puis de continuer à le faire. Là, je pense que c'est plus un problème. Mais je m'en veux pas d'avoir été peut-être un petit peu plus stupide à cet âge-là parce que je sais pourquoi aujourd'hui je fais pas ça. Et est-ce que tu regardais beaucoup d'humoristes à la télé? Parce qu'au Québec, c'est tellement populaire l'humour que je suppose. Est-ce que je regardais beaucoup? Ben, en fait, faut dire que moi, j'ai 32 ans, donc... à l'âge où j'étais en train de découvrir l'humour, il y avait pas tant de choses auxquelles j'avais accès. Il y avait les galas juste pour rire. Il y avait un spectacle à la bibliothèque municipale. OK. Il y en avait un qui était toujours disponible. C'était le spectacle de Mario Jean. Je pense que c'était son... Vous devez pas savoir c'est qui, mais Mario Jean, c'est maintenant un collègue à moi. Mais quand j'étais plus jeune, c'était un des humoristes les plus populaires du Québec. J'ai loué son spectacle tellement de fois à la bibliothèque juste pour pouvoir regarder quelqu'un être sur scène. C'était pas un coup de cœur comme j'ai eu d'autres coups de cœur en humour, mais j'étais très content de pouvoir regarder son spectacle. Il y avait quelque chose que je trouvais cool dans juste le fait de voir un show d'humour. So, moi, mon éducation humoristique jeune, ça s'est fait avec ça, avec ce sur quoi je pouvais mettre la main. Est-ce que en le voyant sur scène, tu te disais « Ah, il faut que je fasse ça » ou tu te disais « C'est pas possible » ou tu l'envisageais même pas, peut-être? C'était un peu plus flou que ce que tu me proposes dans ma tête à ce moment-là. Je pense que j'étais totalement fasciné. Okay. Totalement fasciné par le métier, totalement admiratif et vraiment intrigué à savoir si j'étais le genre de personne qui pouvait faire ça. Beaucoup de questions dans ma tête, beaucoup de est-ce que moi je pourrais faire ça? Est-ce que je serais capable de faire ça? Est-ce que j'ai aucune, tu sais, à ce moment-là, vraiment aucune idée de... Je savais que j'étais drôle. Je savais que j'étais encouragé par le fait que j'étais drôle. Ça a pris un certain temps. Moi, je pense que la première fois que je me suis dit, OK, je peux faire de l'humour, c'est quand j'ai vu Jamel Debbouze. Moi, j'allais dire justement, on m'a offert le spectacle 100% Debbouze. OK. Et là, je me suis dit, il fait le meilleur métier du monde. Sauf que moi, ma réaction, ça a été... Il fait le meilleur métier du monde, mais moi, je suis pas capable. Je sais pas si je me suis dit, je suis pas capable, mais je me suis dit, il fait le meilleur métier du monde, définitivement. Je connaissais le spectacle par cœur. Je le regardais 2 fois par jour. J'étais obsédé. J'avais pas la même obsession pour son premier spectacle. Les downloads venaient d'apparaître dans ma vie. J'ai réussi à downloader 100% Debbouze, je pense que j'avais 15 ans. J'étais obsédé par lui. Et ensuite, je pense que j'ai découvert Gad en même temps. J'étais obsédé par Gad, mais différemment, parce que Gad, il était très populaire à l'école. Les jeunes imitaient beaucoup ce que Gad disait, les punchlines de Gad, les genres de trucs qu'il faisait dans ses personnages et tout. Ça nous obsédait vraiment à l'école, mais en termes de regarder un spectacle et être fasciné, c'était Jamel Debbouze. Là où je dois être honnête, tout est devenu clair que c'est ça que je voulais faire dans ma vie, c'est quand j'ai vu Dieudonné. Ouais, moi quand j'ai découvert Dieudonné, c'était avant les scandales et tellement aimé je pense que c'était le spectacle 1905. C'est le premier que j'ai vu de Dieudonné. J'ai tellement aimé ça, comment il jouait surtout. Le jeu de Dieudonné, c'est le seul qui jouait, en fait. Il y a personne d'autre qui jouait autant que lui sur scène, mais vraiment incarner des personnages, un talent incroyable. Puis après, par la suite, c'est sûr que comme tout le monde, à un certain moment, j'ai dit ça, c'est plus pour moi, mais... Désolé, l'antisémitisme, c'est pas trop remonté. C'est ça, à un certain moment, t'es comme, OK, bro, t'as du talent, je t'adore, t'es sûrement assurément une des personnes qui m'a
influencé à faire ça, mais moi, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a une manière de changer les choses en limitant le plus possible toute forme de propos haineux. Puis, tu sais, avec notre métier, il y a quelque chose de fascinant, c'est que tu peux dire des choses, les gens vont rire et t'applaudir. Et ça va te donner l'impression que c'est bien ce que tu viens de faire. C'est pas parce que quelqu'un t'applaudit et rit que ce que tu viens de faire est moralement défendable. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est pas parce que tu fais une blague que les gens rient, que ce que tu dis, les gens sont d'accord et que c'est bien ce que tu dis. Non. Exactement. On ne sait pas ce que tu penses. Donc au final, c'est juste ça m'a fait rire, mais si on discute après, on va peut-être se dire, mais non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Exactement. Moi, je pense que c'est pas à moi de condamner qui que ce soit. Les artistes font ce qu'ils ont à faire. Mais moi, c'est mon genre de regarder ce que quelqu'un fait, de l'aimer beaucoup, de voir les trajectoires qu'il prend et de me dire, moi, je vais juste plus regarder. Je vais plus regarder ce que tu fais parce que je ne cautionne plus ça. Genre, il y a trop de choses que je sais pas derrière. Je peux pas parler de l'être humain. Je peux pas savoir. Si, par exemple, j'ai un ami que moi, au quotidien, je suis avec lui, et je connais la personne et qu'on me dit il est comme ci, il est comme ça, mais je vais dire non, je le connais au quotidien, je sais c'est qui, mais si je le connais pas, je peux pas, je sais pas dans la vie de tous les jours t'es comment, donc je peux pas cautionner tout ce que tu fais, tu comprends? Ouais, je comprends, mais moi j'étais ultra attaché, enfin je suis comme toi, quand j'aime bien quelqu'un, je l'aime, j'adore ce qu'il fait, et moi ça m'a fait limite du mal. Tout ce qu'il y a eu autour de lui, c'est comme pareil avec Gad Elmaleh, tous les trucs de copy comics, ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit, c'est un de mes humoristes préférés depuis des années. Il m'a donné envie, je l'ai écouté son spectacle, je connais les trucs par cœur. Ça m'a fait mal d'être déçu en fait. Même Jamel, dans 100% de Booze, il y a des bits de Dave Chappelle. Des bits mot pour mot de Dave Chappelle. Et je sais pas d'où cette coïncidence-là est venue, mais c'est pour te dire que ce milieu-là, il est bizarre. Parce que les gens veulent tellement réussir, veulent tellement se rendre au top. Parce que quand t'es au top, t'es un roi. T'as tout ce que tu sais, t'as de l'argent, les gens, ils t'aiment, ils veulent prendre des photos, les restaurants veulent t'accueillir, les gens veulent passer du temps avec toi, on t'offre des rôles, tu deviens un demi-dieu quand t'es au top. OK? C'est pour ça que les gens sont prêts à commettre des actions immorales pour se rendre au top. Ce qui fait que je te disais, moi, le milieu, je le trouve un peu bizarre parce que, justement, tu vois des choses comme ça à tous les jours et tu peux pas vraiment faire quelque chose. Non. Parce que je pense, au même titre que tu peux pas changer la mer ou l'océan, tu peux pas changer un milieu qui fonctionne avec des notions aussi fondamentales de l'expérience humaine qui sont la corruption et le pouvoir. À partir du moment, moi je pense qu'aucun être humain ne se connaît avant d'avoir eu du pouvoir. Ouais. C'est à ce moment-là que tu découvres ton ombre. Je suis persuadé de ça aussi parce que c'est facile de dire ah moi si j'avais de l'argent et du pouvoir je serais pas comme ça, mais tu le sais pas, t'as ni l'un ni l'autre. Tu le sais pas et personne ne le sait jusqu'à ce que ça arrive et que là tu commences à défendre ta position de pouvoir. Là t'es une autre personne. Puis ça, moi je vois ça à tous les jours dans mon milieu. Tu sais, c'est comme je vois ça, mais j'ai l'air d'être au-dessus de ça. Je vais te dire la vérité, je ne suis pas au-dessus de ça, mais je connais le potentiel de merde humaine qu'un artiste peut devenir et je m'inclus là-dedans. C'est-à-dire, je sais que tous les jours, t'es testé, ta corruptibilité est testée, tous les jours. Tous les jours, tu peux te regarder dans le miroir et te dire est-ce que j'ai agi selon mes valeurs et mon code moral ou pas? Parce qu'il y a des jours où non, et puis ces jours-là, ben, t'as été corrompu par une petite dose de pouvoir. Et là, après, imagine des gens qui sont au top complètement au top de la chaîne alimentaire du succès, si on veut. Mais tu vois, ces gars-là, ils ont fait des choses que nous, on savait qu'à un certain moment, on commençait à voir que, OK, genre, Internet est arrivé, tu découvres les bits de tout le monde, tu commences à faire des liens, tu fais des calculs, le respect, il tombe. Mais je pense que c'est important, je pense que c'est vraiment important, même si des artistes qu'on aime ont volé du matériel, je pense que c'est vraiment important. Il y a une expression qu'on a au Québec, je ne sais pas si vous l'avez en Belgique, c'est jeter le bébé et l'eau du bain. Oui, si. OK, bon, mais je pense que c'est vraiment important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal qu'il n'a fait que du mal. Je pense quand même que des artistes comme ceux dont on parlait plus tôt ou dont on parle présentement, c'est des personnes qui ont influencé la culture populaire et qui ont donné du courage, qui ont donné un souffle à des gens qui n'en avaient peut-être pas ou qui en avaient besoin à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est vraiment important de dire, je suis pas un juge, puis je suis pas Dieu, puis c'est pas à moi de condamner ou de dire aux gens ce qui est bien, ce qui est mal. Mais moi, selon moi, je m'interdis de voler des jokes à des gens. Je ne cautionnerai jamais que quelqu'un vole des jokes. Jamais, sous aucun prétexte. Mais d'un autre côté, ils ont quand même fait des choses très bien pour tout le monde. Et ils ont poussé, ils ont encouragé des gens. Premièrement, ils nous ont procuré des moments de joie, ce qui n'est pas négligeable. Deuxièmement, ils nous ont encouragés à faire ce métier-là. Ils nous ont servi d'argument à nous-mêmes, à se dire, bah, mais si lui est capable, peut-être que moi je suis capable, tu sais, des trucs comme ça. Donc, gardons le bébé. Jetons l'eau du bain, mais pas le bébé. Ça va. Je me demande à quel moment cette expression est née. C'est qui le fils de chienne qui a jeté un bébé avec l'eau du bain? Il s'est fait la réflexion, il voulait vider l'eau, il s'est dit, ah, si je pouvais vider le bébé avec. Exactement. Oui, il a oublié le bébé dans le bain, mais là, tout le monde est comme, qu'est-ce que tu fais, bro? Tu peux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, espèce de taré. Mais ouais, on a tendance à faire ça, les êtres humains, je pense. On a beaucoup tendance à vouloir condamner avec violence et virulence et dire ok c'est mal maintenant, mais à quel point c'est pas que du mal là, c'est juste ça. Faut aussi faut prendre le positif, de toute façon c'est fait. C'est ça, exactement. Et toi, comment t'es arrivé à l'humour du coup? Parce que je sais qu'après t'as fait des études de cinéma au Cégep qui s'est pas super bien passé. Ça s'est très bien terminé, mais ça s'est très mal passé au départ. Je suis arrivé au Cégep, j'arrive dans le programme en cinéma. C'était la seule manière que je puisse faire un programme artistique parce que mon père admirait le cinéma. Pour mon père, le cinéma, c'était un art noble. Je pense que mon père voyait le cinéma comme un art qui... Je sais pas quoi. Ok, attends, je vais faire 3 pas en arrière. Mais pour mes parents, l'éducation, c'était très important. Et je pense que pour eux, la seule forme d'art qui était intimement lié à l'éducation, puis ça c'est leur préjugé, c'est pas le mien, c'était le cinéma. Ok. Pour eux, si j'allais à l'école en cinéma, j'allais à l'école. Tu comprends? J'étais en train d'honorer leur plus grand besoin, c'était que j'aille à l'école. Et c'était pas grave si c'était de l'art. C'était une forme d'art qui avait sa place en éducation pour eux. Donc, j'arrive en cinéma parce que mon orienteur scolaire à l'école secondaire m'a dit « Si tu vas pas en communication ou en art, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire de ta vie parce que genre, t'adores faire rire les gens, t'adores organiser des activités. » J'aimais beaucoup faire rire les gens. Sur lui, il était comme « Je comprends pas qu'est-ce que tu vas faire d'autre que ça. Là. Je peux pas t'aider. Va en cinéma et communication. » Puis j'ai juste dit oui. J'ai dit oui tout de suite. Ça m'a plu, j'ai entendu le mot cinéma puis ça m'a plu tout de suite. J'étais un immense fan de cinéma. Sans le savoir, je regardais tout ce que je pouvais regarder puis quand je pouvais, je volais la caméra de mon père parce qu'on n'avait pas le droit de la toucher. Mais je volais la caméra de mon père, je faisais des petits films à la maison avec mes sœurs et leurs amis. Tu sais, j'ai toujours été obsédé par le cinéma sans vraiment me dire « Ah, je suis obsédé par le cinéma ». T'avais quand même une dette au club vidéo, donc... Moi, à l'âge de 8 ans, j'avais des dettes de genre $50 au club vidéo. J'allais au club vidéo, je louais des films sur le crédit, genre sur le numéro de téléphone de ma mère. Et là, le monsieur, une fois par mois, il appelait ma mère puis il disait, ton fils me doit $50. Et ma mère, elle pétait des coches tellement elle était en colère. Elle était comme, d'où t'as été voir $50 de film? Parce que je pense qu'un film à l'époque, ça coûtait, pour louer un film, ça devait coûter entre 3 et $5, je crois, pour 24 heures, après les frais de retard et tout. Mais ouais, j'avais des dettes de films tellement je regardais des films. Je passais ma journée... Des fois, j'allais au club vidéo, je le savais que j'avais pas d'argent et que le gars me louerait pas de films, et je passais la journée là-bas. Okay. Je faisais que me promener au club vidéo, et je faisais rien. Juste, je regardais le monde choisir leurs films. J'étais vraiment un enfant bizarre, je pense. Ouais, je me mets à la place de ce gars-là, propriétaire d'un club vidéo,
Et là, il y a un petit gars qui vient tous les jours et qui fait que regarder les gens, qu'est-ce qu'ils prennent. Ça devait être un mode particulier de sa perspective, mais... À fond, j'imagine trop le gars qui doit observer ça et se dit, mais qu'est-ce qu'il fait encore là? Exact. Mais j'ai passé de l'âge de 8 ans jusqu'à environ 17-18 ans. J'allais là-bas à tous les jours. Et puis, donc quand j'étais en cinéma et communication, j'ai vécu un moment très, 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 très difficile et pivot dans ma vie. J'arrive en cinéma et puis moi, jusque-là, je savais pas c'était quoi du cinéma d'auteur. Je connaissais le cinéma populaire parce que le cinéma populaire, dans mon quartier, moi, où j'ai grandi, puis avec les parents que j'avais, des parents immigrants qui n'étaient pas très connectés à l'élite artistique, si on veut, là, ce qu'on appelle l'art plus fin, là. Je sais pas, moi, je vois pas ça comme ça, mais bref, j'ai découvert en rentrant au cégep. J'étais assis, le premier cours de cinéma, on est assis et le prof nous demande de nommer notre film préféré. Et moi, le film, je voulais pas nommer n'importe quoi, donc je voulais nommer le film le plus cinéma d'auteur que j'avais vu dans ma vie. Et c'était Pulp Fiction. Et là, je dis Pulp Fiction et il y a 3-4 gars à côté de moi qui commencent à rire de moi. J'en entends même un dire facile, choix facile. Et là, tout de suite, j'ai honte, je me sens seul et je regarde autour de moi dans la classe et je réalise que je suis le seul immigrant. Je suis le seul immigrant dans tout le programme de cinéma et communication de mon école. Et là, je commence à me désintéresser complètement. Ma première année, j'ai rien fait. C'est pas compliqué, j'ai rien fait. Je passais toutes mes journées à la radio étudiante avec mes amis. Et puis, j'ai rien fait en cinéma. J'ai été trop blessé par ce premier jour d'école. Vraiment, j'ai abandonné ce jour-là. Et le premier jour, j'ai fait, OK, j'arriverai pas parce que moi, il faut savoir que j'arrivais d'une école où il y avait des gens de partout. Oui. C'était très, très mélangé. Il y avait des blancs, des noirs, des arabes, des asiatiques, des afghans. Il y avait de tout dans mon école. Et là, j'arrive et je suis le seul immigrant. Puis pour moi, c'était comme un déracinement qui était violent. J'avais jamais vécu autant de solitude raciale. Et là, je me fais un peu humilier, ridiculiser parce que j'ai pas de goût assez raffiné en cinéma. Donc, je décide que je vais perdre mon temps à la radio étudiante. Et à la radio étudiante, je me fais des amis. J'ai une émission de radio. Je investis, je la fais à chaque semaine. Je la prépare. On prépare des petits sketchs. On prépare nos setlists de musique. On fait tout ce qu'on aime. On fait de la musique. On fait du DJ. On fait des sketchs radio. Et on déconne. Donc, je voyais aucun intérêt à aller à l'école. J'allais à l'école, mais... Pour aller à la radio. Exactement. Et j'ai tellement négligé le côté académique qu'on m'a mis dehors du programme. On m'a expulsé. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'étais tellement perdu. J'étais expulsé de l'école. Je travaillais dans un café chicha. Puis j'ai fréquenté des personnes que j'aurais pas dû fréquenter. Je commençais à avoir une voie s'ouvrir devant moi, peut-être vers une vie criminelle. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, OK, le cinéma, ça va pas marcher parce que je suis pas assez cool. Parce que c'est ce que dans ma tête, c'est ce que je pensais. Je pensais que il fallait être cool pour faire du cinéma. C'est que les gens cool qui en faisaient dans mon programme. Les réalisateurs dans mon programme, c'était les gars et les filles les plus cool. Tu sais de quoi je parle quand je dis des gens cool. Il y a des gens à l'école que tout le monde... On dirait que tout le monde s'est organisé pour se dire, eux, c'est le top de la chaîne alimentaire. Il y a rien en haut de ça. Ça, c'est les cools. Moi, j'ai jamais été un cool. Donc, j'arrive au cégep et je vois que, OK, c'est encore les cools. C'est encore les cools qui vont faire des films. Fuck le cinéma. Je veux rien savoir du cinéma. Par contre, j'étais obsédé. J'ai découvert le cinéma d'auteur. Mes professeurs me faisaient découvrir des films que j'avais jamais vus. J'ai découvert le cinéma iranien. J'ai découvert le cinéma africain, sénégalais, congolais. J'ai découvert le cinéma français que je connaissais à peine, à part les méga productions. J'ai découvert le cinéma de partout sur Terre, en fait, grâce à des professeurs passionnés. Mais je ne m'étais pas investi dans le côté, si on veut, éducatif de mon programme. Je m'étais investi vraiment juste dans la découverte de films et tout ça, la découverte artistique. Donc, je dis pas que ça m'a servi à rien, mais après avoir été expulsé, mes professeurs de cinéma m'ont dit qu'ils étaient prêts à me reprendre dans le programme si je promettais de m'appliquer. Puis quand je suis revenu, je me suis appliqué, puis ça s'est très très bien terminé à partir de ce moment-là. Dans les podcasts que j'avais écoutés, je savais pas que t'avais repris après. Quand j'ai été expulsé, j'ai tellement eu peur. C'est vraiment une grande humiliation pour moi. Mes parents étaient
très très fâché, je me suis senti très très seul et puis j'ai décidé que je retournais à l'école en cinéma et que je finissais mon programme. J'ai commencé à prendre au sérieux l'écriture. Moi, je savais que j'avais un talent en écriture. J'ai su que j'avais un talent en écriture parce que j'ai un professeur de français on devait écrire une nouvelle et j'ai écrit une nouvelle et il m'a donné 0 parce qu'il était convaincu que je l'avais volée. Il a fouillé ma nouvelle sur Google pour trouver de qui je l'avais volée. Il a convoqué ma sœur qui allait au même cégep que moi. Le cégep, c'est le prix universitaire ici. Et il a convoqué ma sœur pour lui dire c'est toi qui as écrit le truc à ton la nouvelle à ton frère. Et ce jour-là, je me suis dit, tu sais quoi, s'il est prêt à aller jusque là, ça veut dire que je sais écrire. C'est qu'il est vraiment bon mon texte. Ouais, bah en fait, je me suis dit ok, ça veut dire que je sais écrire, tu sais. Le gars, il pense que j'ai volé, donc je dois savoir faire quelque chose. Et puis ouais, à partir de là, genre j'ai commencé à parler d'une idée, d'un scénario à un gars qui en a parlé à un autre gars. Finalement, j'ai atterri comme scénariste dans une équipe pour le film de fin d'études, un court-métrage de fin d'études, et puis on a gagné des prix, c'était vraiment cool. C'était ma première expérience artistique, c'était à l'âge de 18 ans, puis c'était ce court-métrage avec lequel j'ai terminé mon programme. Ben, j'ai pas terminé parce qu'il me manque un cours d'anglais, mais bon, c'est pas grave. J'avais été accepté à l'école de l'humour et j'avais décidé que j'allais pas terminer. Ok, tu dis ça à un prof d'anglais en plus. En plus, je dis ça à un prof d'anglais, mais je suis super bon en anglais, mais j'avais juste ça, je m'emmerdais. Mais du coup, tu l'as dit, tu as commencé l'école de l'humour, en fait. Ouais, donc, quand j'ai été expulsé du programme de cinéma, j'ai eu une grosse remise en question. Comme je t'ai dit, j'ai senti qu'il y avait un chemin qui s'ouvrait vers un monde que je souhaitais pas pour moi, puis j'ai décidé que j'allais faire ce que j'avais à faire. Je me suis inscrit au cours du soir de l'école de l'humour. J'ai tellement eu peur d'échouer à ce moment-là. Je voyais ma vie terminer, en fait. Je la voyais se terminer là, avec moi qui se fait expulser de l'école. Alors que jusqu'à là, dans ma vie, j'avais toujours été un gars qui avait quand même des bonnes notes. Je sais pas, mais mes parents avaient toujours été plus ou moins fiers de mon rendement scolaire, donc se faire expulser pour moi ça voulait dire quelque chose de très grave et puis ouais, quand j'ai été expulsé, j'ai décidé que là j'allais prendre au sérieux tout ce que j'avais envie de faire. Et ça faisait déjà 1 an que j'observais du coin de l'œil les démarches qu'il fallait suivre pour rentrer à l'école de l'humour. Puis je savais que j'allais pas pouvoir aller à l'université en cinéma parce que j'avais pas eu les notes qu'il fallait. Il faut des très très bonnes notes pour aller à l'université en cinéma ici. Je sais pas si c'est la même chose en Belgique, mais ici ouais. Ouais, alors j'ai décidé que j'allais prendre des cours du soir à l'école de l'humour et j'étais pourri, nul à chier au début. Tu peux même pas imaginer à quel point j'étais nul à chier. C'est dur à croire, mais je te crois sur parole. Je comprends même pas comment j'ai pas abandonné. J'allais à mes cours du soir, techniquement, pour essayer de synthétiser un peu c'est quoi les cours du soir. Les cours du soir, premièrement, l'école de l'humour, il faut passer des auditions pour avoir accès au programme du jour. Les cours du soir, c'est ouvert à tous. Tu payes 350 balles. Et puis, tu as le droit à 10 cours d'écriture ou de création ou de blablabla. Et puis, moi, je pense que j'avais pris création de numéros humoristiques. Et en gros, on est une quinzaine d'étudiants dans le cours du soir. On se retrouve entre nous avec 2 professeurs et on doit présenter un numéro devant tout le monde. Mm-hmm. Et puis, à force de travailler et retravailler ce numéro-là, on va le présenter devant le public au terme des 12 cours. Moi, j'arrive là... Premier cours, je monte devant tout le monde, je fais mon petit 5 minutes. J'ai non seulement aucun rire, je n'ai aucun commentaire de la part des professeurs. Ouch. Ouais, j'ai juste un malaise profond dans la salle et je m'assois et je rentre à la maison, je suis traumatisé. Moi, je m'attendais à ce que ça marche. Moi, j'étais sûr que ça allait marcher. Bah, c'est le truc en humour, c'est si t'écris t'es sûr que ça va marcher. Tu aimes ce que t'as écrit, limite, et si ça marche pas, c'est toujours dur. Mais alors là, c'est la première fois que tu le fais en plus, donc c'est vraiment traumatique comme... Ouais, c'était fucké, là. J'arrive au 2e cours, c'est pire. Je sais pas comment ils ont réussi à encore moins rire que la première. Le silence était encore plus accablant que la première fois. Et les professeurs m'ont regardé avec des yeux de... Je pense qu'ils m'ont fait un commentaire genre, faut pas abandonner, hein, tu sais, faut continuer. Tu sais, un truc un peu genre, la pitié. Oui, tu ressens la pitié dans le commentaire. Ah ouais, dégueulasse, l'espèce de feeling dégueulasse de genre, mais qu'est-ce que je fous ici, c'est pas pour moi, genre. Mais j'avais quand même un feeling
feeling au fond de moi quand même que c'était pas si mauvais, dans le sens que c'est mauvais, mais c'est pas si mauvais. Il y a même pas un commentaire à la fin. C'est mauvais à ce point-là de pas avoir un commentaire. Et j'allais encore à l'école, j'avais repris mes études en cinéma. Donc le jour, je faisais des études en cinéma, mais le soir, j'allais faire le cours d'école de l'humour. À l'école, tous mes amis me disaient, alors comment ça se passe, l'école de l'humour et tout ça. Je disais, ça va vraiment pas bien. Moi, j'ai toujours été super honnête par rapport à comment ça se passait un spectacle. Je dis, ça se passe vraiment pas bien. Personne rit et on me donne pas de commentaires. Et là, il y a un gars qui a su que j'avais besoin d'aide et lui, il avait déjà suivi plusieurs formations de soir à l'école de l'humour. Et que lui aussi, il voulait devenir humoriste. Il m'a pris sous son aile. Puis, en fait, il m'a montré, il m'a expliqué pourquoi ça riait pas dans mes trucs. Puis, il m'avait dit, t'as que des prémices. Okay, ouais. T'as que des prémices de joke, t'as pas de punch. Comme, c'est des bonnes idées, mais il y a pas d'élément de surprise dans ce que tu dis. Et c'est quelqu'un qui est devenu humoriste aussi. Il s'appelle Alex Douville. Ah oui, oui. Bon, ben, ouais. C'est sûrement grâce à lui que je n'ai pas abandonné. Lui, il a cru en moi, en fait, il a cru en moi, je crois, sans savoir si ça allait marcher pour moi ou pas, mais il avait vraiment envie de m'aider. On a travaillé pendant une semaine sur mon texte. Je suis retourné la 3e semaine au cours du soir et là, j'ai eu des rires et j'ai eu des commentaires après. C'est là que ma vie d'humoriste a commencé à ce moment-là. Je savais que j'allais faire ça. Et j'ai commencé à préparer mes auditions pour le programme du jour. J'ai été accepté au programme du jour. Au programme du jour, ça a été hyper compliqué encore. J'ai recommencé à avoir que des bides par-dessus bides, jusqu'à ce que moi, je décide de m'en battre les couilles puis d'un peu faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, j'ai réussi à naviguer mon chemin hors de cette école. Est-ce que l'école, tu la recommandes? Parce que c'est possible qu'il y ait un Belge qui fasse des podcasts qui est intéressé par s'inscrire depuis des années et qui se pose des questions. Je sais jamais quoi répondre à cette question parce que si on revient à ce que je te disais tout à l'heure, il faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, il y a des choses que j'ai pas aimées dans mon expérience à l'école de l'humour, mais je pense que ça m'a apporté ce dont j'avais besoin pour être exposé à ça m'a exposé à un écosystème humoristique qui, au terme des 2 ans, m'a convaincu de par sa culture et sa nature que j'étais à ma place. J'ai pas appris mon style là-bas, j'ai pas développé de relations de travail là-bas, j'ai pas aimé 90% des professeurs là-bas que si je recroise aujourd'hui, j'ai pas nécessairement envie de travailler avec eux ou j'ai pas l'impression que puis ça peut sonner très très arrogant ce que je dis mais je le pense sincèrement, là, il y a des professeurs là-bas qui m'ont peut-être pas compris ou qui ont essayé de me faire croire que j'étais pas bon, en fait. Ok, ouais. Puis il y a des professeurs comme ça dans la vie, tu tombes sur des gens qui croient pas en toi et qui veulent te le dire, je crois pas en toi, genre, je vois pas comment ça peut marcher pour toi, tu sais. Et c'est tout à leur honneur si c'est vraiment ça qu'ils pensaient, mais moi, en sortant de là, j'ai quitté avec presque une amertume parce que je me disais, j'ai eu peur pendant 2 ans, en fait. J'ai eu juste peur. Mais d'un autre côté, la culture humoristique dans cet établissement est tellement présente que je pense par la force des choses, tu deviens un individu qui se sent à l'aise et confortable à rêver dans le monde de l'humour. Ça te donne confiance de se dire, OK, telle personne est passée par là. Ça te met en contact avec des histoires de d'autres humoristes. Ça te fait rencontrer des professeurs exceptionnels parce que j'en ai rencontré des professeurs exceptionnels là-bas. D'ailleurs, c'est un professeur là-bas qui a changé ma vie, tu sais, qui a littéralement changé ma vie. Fait que c'est ça. Il y a des trucs super cool que j'ai vécu là-bas et il y a des trucs que moi j'ai trouvé moins cool. Mais je te dirais que il faut vraiment y aller avec ton feeling. Si toi, tu as l'impression que tu peux faire ton chemin à travers le circuit des cafés-théâtres et des bars, let's go. Il y a rien qui dit qu'à l'école de l'humour, tu vas apprendre quelque chose de mieux que ce que le monde va t'enseigner. Moi, je pense que c'est une question de feeling. Ouais, bah c'est juste pour avoir ton retour. D'ailleurs, merci d'être honnête avec ça, de dire ce que tu ressens là-dessus. C'est chouette. Je veux juste pas te vendre l'école comme étant un truc où tu vas aller puis tu vas avoir un coup de foudre parce que ça se peut que non. Mais il y a des gens pour qui, ça, il faut aussi que je te le dise, il y a des gens pour qui c'est les plus beaux jours de leur vie. C'est pour avoir un peu tous les avis, tous les trucs, et je fais ma réflexion avec ça, mais je me dis, autant en parler à quelqu'un qui y est allé, tu vois. Bah oui. On va continuer sur le truc, sinon je vais te parler de l'école pendant 2 heures, parce que je suis juste intéressé, mais on va essayer d'intéresser les gens qui écoutent le podcast aussi. En 2011, tu fais l'émission En route vers mon premier gala, et moi, c'est là-dedans que je t'ai découvert. Sur une vidéo YouTube, à mon avis du 2012, quelque chose comme ça,
que j'ai dû la voir, c'est la vidéo où tu parles de avec la misogynie. Et j'ai découvert l'humour québécois à ce moment-là, je suis tombé là-dessus et mon cerveau a bugué. Avec ce sketch, ça allait tellement vite. Tu parlais vite, tu disais plein d'infos, j'avais jamais vu un style comme ça, c'était fou. Avec je suis mise au toit et j'arrêtais pas d'essayer de refaire le sketch à mes amis ou quoi, mais j'avais rien de comparable, tu vois, et pas de mise en situation. Tu sais, quand tu refais le sketch de quelqu'un, c'est jamais bon. Montre-lui la vidéo, pourquoi tu lui fais le sketch, mais tu gardes quel souvenir de l'expérience en route vers mon premier gala? Moi, j'ai fait le quart de finale et j'ai été éliminé en demi-finale. Le quart de finale, c'était moment. Si j'avais à retourner en arrière, je crois que j'exprimerais plus de joie et de bonheur que j'en ai exprimé à ce moment-là, parce que je pense que je voulais un peu me la jouer. Genre, c'est pas terminé, il faut se rendre en finale. Le côté compétitif, en rétrospective, je pense que c'est un des plus beaux moments de ma vie, parce que ça se passe bien. Les gens réagissent bien. Cette émission-là me fait découvrir une première portion du public québécois, parce que c'était pas un concours qui était diffusé sur heure de grande écoute. C'était plutôt niché comme concours. Les juges me donnent des commentaires dithyrambiques et automatiquement, moi, dans ma tête, je me dis, je dois gagner ce concours-là. C'est ma première expérience. Tu sais, je pense que il y a un back and forth dans une carrière entre ce que tu fais avec ton cœur et ce que tu fais avec ta tête. Je pense que le premier numéro, je l'ai fait avec mon cœur et le deuxième numéro, je l'ai fait avec ma tête. Ça m'a pris du temps avant de comprendre la différence entre les deux. J'ai beaucoup appris de cette expérience-là. J'ai beaucoup appris parce que je pense à ce jour que j'aurais pu me rendre en finale. Il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. J'ai perdu contre un gars. J'ai perdu au vote. OK, dans le fond, à ma demi-finale, les juges m'ont pas sauvé. Ils avaient soit l'occasion de me sauver ou de m'envoyer au vote du public. Ils m'ont pas sauvé parce que ils voulaient vraiment sauver un autre humoriste. Je me rappelle plus c'est qui, selon eux, n'aurait pas survécu au vote du public. OK, oui. Et ils s'étaient dit, toi, c'est sûr, tu vas gagner. Et je me suis retrouvé contre un autre humoriste que je nommerai pas, mais avec qui j'ai fait l'école de l'humour. Okay. Et cet humoriste-là, il a eu, on partait un peu, à l'époque, il faut se dire, en 2012, il n'y a pas encore les pages Facebook, les gros following, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de réseau. Il y a Facebook, mais il y a ton Facebook perso, tu sais, et il y a les gens qui te suivent sur ton Facebook perso. Et puis on part en espèce de campagne de vote, de voter pour moi. Tu demandes à tes amis, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Le gars contre qui j'étais, il a eu le soutien de la première star du web québécoise. OK. Qui s'appelait Gab Roy. Et il était suivi par des centaines de milliers de personnes pour ses vidéos un peu trash, un peu irrévérencieuses. Il était réputé pour faire des trucs trash. Il était suivi c'est la première sous-culture Internet qui a existé au Québec. Et ce gars-là a demandé à ses fans de voter pour le gars contre qui j'étais. J'ai perdu moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit que j'ai perdu à cause de ça. Oui, c'était un concours de popularité et clairement, ça va fameusement aider l'aide du youtubeur en question. Exactement. C'est vraiment ça. C'est presque le premier youtubeur québécois. En 2012. Et puis, j'ai perdu à ce moment-là, mais pour être honnête, ça a fait mal à mon ego de perdre, mais ça a pas fait mal à ma carrière parce que j'avais déjà été sélectionné pour un gala juste pour rire. Mon premier numéro m'a ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que, à partir de là, j'avais ce qu'il fallait pour commencer ma carrière. Ah ben, génial. Ouais. Même que des fois, j'aimerais revivre ce genre d'expérience. En quittant En route vers mon premier gala, je m'étais dit, je vais plus jamais faire de concours de ma vie parce que j'aime pas l'ambiance des concours, le côté vicieux de la compétition. On est tous des collègues, mais genre, on veut tous gagner contre l'autre. Il y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement malsain que je sais pas, il y a quelque chose que j'aime pas là-dedans, mais j'aimerais revivre ce genre de situation aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'aurais le tempérament ou les ressources, les outils pour prioriser des choix du cœur, c'est-à-dire y aller plus avec mon cœur qu'avec ma tête stratégique de je vais gagner. Mais C'est dur de penser à ça une fois que tu es dans la compétition. Ici en Belgique, il y a beaucoup de concours d'humour que tu es un petit peu obligé de faire pour pouvoir se faire un peu connaître. C'est tellement dur. Enfin, moi, je déteste cette ambiance de compétition. T'as les juges dans le public que tu vois. Enfin, c'est... Mais moi, je te garantis qu'il faut jamais gagner ces concours-là. Moi, je suis content. Je les ai jamais gagnés. Rien de bon va arriver à gagner un concours. Rien. Ça change
Rien. Zéro. À part ton ego, gonfler ton ego, qui est une très mauvaise nouvelle. Si quelque chose gonfle ton ego, t'es dans la merde, parce que tu vas commencer à te voir comme quelque chose que t'es pas. Juste faire ce que t'as à faire dans des concours. Dire ce que t'as à dire. Tu sais, moi, si je peux te sauver juste un peu de souffrance dans ta carrière, c'est juste de toujours prioriser ce qui est important pour toi dans ce que tu as exprimé. Pas ce qui va te faire gagner ou avancer. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, Il y a une distinction entre qu'est-ce qui va me faire avancer, gagner, performer et qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit ce soir qui fait une différence pour moi, qui fait que quand je m'endors la nuit, j'ai l'impression que je suis fidèle à moi-même. Parce que j'adore, moi, cette idée-là j'adore cette image de quand je me couche le soir, il reste quoi? Il reste que moi face à moi-même. Puis si t'as dit ce que t'avais à dire, puis si t'as fait ce que t'avais à faire, tu vas bien dormir. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en soi, tu sais qu'il y a des choses qui sont plus faciles, tu peux faire rire avec certains sujets, tu sais qu'il y a un certain public qui va plus rire à ça, et toi, si ça te fait pas rire, il y en a qui vont se dire, bah tant pis, je vais faire ça, ça va les faire rire. Mais en même temps, faire quelque chose qui ne te correspond pas, moi, je sais pas, faire une blague que je trouve pas drôle, ça me fait mal de la faire. Si je la trouve pas moi drôle. Exact. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, comme, il y a très peu de place en humour pour l'artiste. Mais pour moi, les humoristes, c'est des artistes. C'est des artistes. Pour moi, c'est la forme d'artiste qui se rapproche le plus de la vulnérabilité. Ok, non, je corrige. Je pense que les humoristes portent en eux le genre de vulnérabilité qui, lorsqu'elle est complètement acceptée, ressemble à celle du poète. Je pense que le poète, c'est l'extrême opposé de l'humoriste, c'est-à-dire c'est l'artiste le plus assumé. Il y a quelque chose dans le poète qui est « j'ai mal, et je vais l'écrire, et je vais le dire, et je vais essayer de trouver des vérités atomiques avec les mots, et essayer de vivre des sensations. Tu peux rire en poésie, tu peux pleurer, tu peux être mélancolique, tu peux être ému. Le poète est spécialisé dans l'art de la vérité, ok? Moi, je pense que l'humoriste, il porte en lui cette vulnérabilité-là, mais il l'accepte pas. Il est plus dans le spectacle, la performance, puis le plus grand frein à la découverte de la vulnérabilité, c'est le rire. Parce qu'à chaque fois que les gens rient, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te dit continue, t'es bon, continue. Mais c'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est qu'il faut dire les choses que le public peut-être n'est pas prêt à entendre ou n'est pas prêt à rire de ça. Mais toi, tu dois le dire quand même. Tu dois trouver le moyen de dire les choses que les gens sont peut-être pas prêts à entendre ou qui n'ont pas envie d'entendre en ce moment. Moi, je pense que les humoristes deviennent libres quand ils sont à l'aise avec le silence et quand ils sont à l'aise avec l'absence de rire. Pour moi, c'est là que le métier devient intéressant. Donc ouais, il y a très peu de place pour l'artiste dans ce milieu-là, puis je trouve que c'est dommage parce que pour moi, les humoristes, c'est des artistes. Bah pour moi aussi, clairement, moi c'est mes artistes préférés de loin, moi c'est même avant tous les autres, et ceux que je préfère, c'est ceux où je ressens cette vulnérabilité justement. Ceux où je me dis, ah, ils parlent avec leur cœur et ça se ressent, et quand j'ai pas ça, je me dis, bah, il fait juste des blagues. C'est ça, exactement. Et moi, c'est mes humoristes préférés, c'est quelque chose que je retrouve vraiment très fort chez toi. C'est ce truc de je suis comme ça, je pense ça, je ressens ça et j'assume et je dis des trucs et moi ça me touche en fait, c'est ça qui me fait rire, c'est ça qui fait que je me reconnais aussi parfois ou parfois pas et moi j'adore quand les gens sont eux-mêmes et vulnérables sur scène, je trouve ça super beau et drôle. Ben merci bro, puis ça prend beaucoup de temps avant d'accepter ce côté-là, puis moi je pense que je pense que j'ai même pas fait 1 ou 2 pas dans cette direction dans la mesure où quand j'ai commencé, je voulais juste que les gens rient, je voulais que de la réaction, j'étais vraiment un obsédé de faire réagir les gens avec des rires. Puis maintenant, on dirait que mon bonheur, c'est même pas oui, j'aime que les gens rient, mais je pense que ce qui me rend heureux, c'est de dire des choses qui font que je me sens physiquement bien sur scène. C'est-à-dire que je vais dire un truc et là, je vais sentir que je viens de dire quelque chose que j'aurais dit à mon meilleur ami. Genre, je viens de dire la vérité. Parce que je pense que quand on parle, 90% des choses qu'on dit, c'est juste nous qui soit sommes à la recherche de quelque chose ou on est en train d'improviser. Parce que pour moi, il y a quelque chose de une improvisation dans le fait de parler. Je sais pas ce que je vais dire, je sais pas ce que je m'apprête à dire là, tu comprends? J'improvise ou sinon je suis en train de
maintenir une illusion dans laquelle je suis confortable, ou sinon, je touche à quelque chose qui semble être la vérité. Et ça, c'est une sensation qui est unique. Mais tout ça, tu peux le faire en parlant. Je peux parler pour entretenir une illusion et je peux parler pour détruire une illusion et donc accéder à quelque chose qui est plus vrai. Et moi, j'ai passé des années sur scène à dire des choses qui entretenaient une illusion de moi-même par moment. Après ça, qui était la vérité. Après ça, qui était une illusion. Et maintenant, je pense être plus confortable et je suis capable de discerner quand est-ce que je me mens à moi-même. Un peu plus. Ouais. Quand tu arrives à retirer ton masque, hein, comme tu expliques dans ton special. Tu vois, c'est là que ça a changé pour moi. C'est à ce moment-là que tout a changé parce que j'ai compris dans ce special-là que la seule façon pour moi d'être heureux sur scène, c'est de montrer mes contradictions. Si je montre pas mes contradictions, si je montre juste la lumière ou juste l'ombre, je suis malheureux. Parce que quand tu regardes, par exemple, mon premier spectacle, je pense que mon premier spectacle, il y a une intention qui est, je suis jeune, mais j'ai l'impression que le monde va mal. Je vais vous dire ma perception de comment le monde va bien. Peut aller mieux. Je vais vous dire comment moi je corrigerais le monde. Ça, c'est juste moi qui veux se voir glorieux et bon et social et engagé et vive l'amour et tout ça. Mais saute 2 specials plus loin, Netflix, ça, c'est plus le moi que je suis à la maison. Qui est, oui, je veux dire des choses, je veux être le gars engagé, je veux être le gars social, mais je suis aussi une merde. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis aussi une merde d'être humain, c'est-à-dire que je n'ai aucune leçon à donner à personne. En vérité, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Moi, j'adore me donner des leçons à moi, j'adore ça. J'adore me parler à moi-même puis dire fais pas ça pour telle et telle raison, tu devrais pas faire ça comme ça. Mais plus je vieillis, plus je réalise que ce n'est pas du tout à moi de dire aux autres quoi faire. Une fois que j'ai arrêté de me concentrer sur comment changer les autres, ça laisse beaucoup de place à mes propres contradictions. Et ça me fait rire. Moi, maintenant, je ris de moi à quel point je suis une merde, c'est-à-dire que d'un côté, je peux faire quelque chose de super cool et super noble que je vais trouver tellement bien, puis de l'autre côté, je suis juste ferme ta gueule. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Et ton special, il est vraiment exceptionnel. Franchement, je les ai tous regardés dans Comedians of the World. C'est mon préféré, mais après je suis pas objectif du tout parce que ça fait des années que je te suis et donc déjà de base c'était déjà gagnant. Je t'ai vu, je me suis dit ah c'est bon, je vais me marrer dès que t'es arrivé sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Quand t'aimes déjà l'artiste au départ, t'es beaucoup plus enclin à aimer ce qu'il va faire. Ouais, c'est vrai. Mais le truc est génial parce que comme tu dis, t'as tes contradictions, c'est personnel, t'es vulnérable, tu dis des trucs, on entre dans ton intimité un petit peu et on voit les contradictions, on se reconnaît aussi, on se dit ah il est pas mieux que moi et j'ai trouvé ça génial. Mais tu sais que moi j'ai une fois que j'ai terminé l'écriture de ce truc-là, moi j'ai commencé moi j'adore de plus en plus, je fais un truc que je faisais quand j'étais à l'école en cinéma, c'est qu'on nous faisait on nous demandait de regarder un film, après on nous demandait de l'analyser. Comme si on mettait le film sur une chaise de psychanalyse ou chez un psy ou chez un psychanalyste puis qu'on essayait d'en faire ressortir le message, la symbolique, qu'est-ce que ça renferme, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et des fois, comme j'ai fait ça avec ce show-là, quelques mois plus tard, je l'ai vu et j'essayais de l'analyser comme si c'était pas moi qui l'avais fait. Puis je voyais que, tu sais, comme un de mes moments préférés du special, je pense que c'est le dernier bit quand je dis que ma femme veut que j'aille voir mes amis, mais parce qu'elle est gentille avec moi, je lui fais pas confiance. J'ai adoré cette partie-là. Il y a une phrase je me suis dit, mais c'est tellement ma copine. T'as dit une phrase, elle arrête pas de m'enlever mon masque. Oui. Et je la déteste pour ça. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça. Elle passe sa journée à faire ça. Mais pourquoi? Et je me suis reconnu tellement, j'ai ri beaucoup trop fort à ce moment-là qui en soi, tu sais, c'est une phrase où tu fais une liaison pour amener les prochaines blagues. Et moi, c'est cette phrase-là qui m'a tué pour la suite. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, c'est ça que j'aimais parce que je trouvais que je commençais le special en parlant de ce dont tout le monde s'attend à ce que je vais dire, c'est-à-dire la vie d'un arabe, ok, comme les jokes de Uber, la joke du métro et tout ça. Puis j'étais content de les faire parce que j'aime ces jokes-là, parce que ma vie en tant qu'arabe est différente de la tienne. Et puis je vis des trucs dans ma tête, je me vois pas être capable au début du bit là quand je dis je veux aider la madame, mais j'ai peur de l'aider avec son sac parce que
Parce que j'ai peur qu'elle va penser que je veux la voler. Ça, c'est un vrai truc qui se passe dans mon... Donc, tu sais, je sais que je suis déjà, à mon avis, à ce moment-là, ça, c'est moi qui a peur de mon masque, en fait. Tu comprends? Et à la fin, quand je parle de ma copine, puis que je rentre dans à quel point je peux devenir une merde. Je suis prêt à inventer un scénario où elle a la diarrhée et elle chie tout le long que je m'en vais voir mes amis, plutôt que de juste me dire, elle est gentille. Tu comprends? Comme ça, pour moi, ça, pour moi, il y a quelque chose de, mais quel trou du cul! Tu sais, genre, c'est juste une merde qui peut penser quelque chose comme ça. Mais on dirait que de montrer ça, qui est véritablement quelque chose, c'est le genre de truc que je vais vivre avec ma femme. C'est le genre de situation que je vais vivre avec elle pour vrai. Elle va me dire quelque chose de gentil, puis là, dans ma tête, je vais peut-être un peu paranoïer, je vais dire, yo, qu'est-ce que ça cache, ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Puis je veux montrer ça. Tu comprends? Je veux, maintenant, on dirait que j'ai envie de montrer ce côté-là de moi que je trouve ridicule. Parce que je pense que c'est ce que j'ai de plus drôle à offrir. Mais moi, quand j'ai vu le special, je me suis dit, j'en veux encore. Il faut un spectacle dans la lignée qui continue là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? De celui-là, ouais, j'espère que je vais, je pense que je vais être capable de continuer dans cette lignée-là, c'est-à-dire, tu sais, d'un show à l'autre, tu sais jamais comment ça va se passer parce que qui sort. Et puis tu fais avec ce que t'as, mais en tout cas, j'espère que j'ai appris quelque chose avec ce special-là qui va rester parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après. Pour moi, artistiquement, quand j'ai terminé cette expérience-là, je sentais que je venais d'apprendre quelque chose de fondamental sur ma manière de travailler. Puis c'est, si tu décides que tu écris une œuvre, c'est-à-dire, quand je dis une œuvre, c'est-à-dire que tu essaies de véhiculer quelque chose, pas obligé d'être un message social. Moi, dans ce truc-là, ce que je voulais véhiculer, c'était mes contradictions à ce moment-là dans ma vie. C'est qu'est-ce que moi, à ce moment-là dans ma vie, qu'est-ce qui me tiraillait. Il y avait tout le véganisme qui commençait à prendre de la place de manière mainstream. Moi qui essayais d'être végétarien, mais qui n'était pas capable. Tout ce truc-là, j'avais l'impression que ça s'inscrivait bien dans l'actualité de ce que le monde vivait, de ce que moi je vivais. Puis je voulais jouer avec ça. Puis mon intention, c'était de créer quelque chose où il y a un début, un milieu, une fin. C'est la première fois que j'ai pas seulement écrit des jokes. J'avais vraiment une intention. J'étais comme, OK, je veux aller quelque part. Où est-ce que je veux aller? Puis je me rappelle que l'intention de base, c'est pour ça que je l'ai appelé « Mais quelque chose te regarde ». Parce que à ce moment-là dans ma vie, je commençais à prendre de plus en plus conscience avec le fait que je me mens à moi-même tout le temps. Et ça me fascinait parce que je reste encore accroché à cette question. Mais comment tu peux savoir t'es qui si tu passes ta journée à te mentir et que tu t'en rends pas compte que tu es en train de te mentir et que même quand ta copine essaye de t'aider à voir que tu te mens à toi-même, que tu t'es créé un personnage qui n'existe pas, toi tu es capable de te convaincre que c'est elle le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tu mets en point des défenses pour arriver à justifier le truc. Exact. Pour dire je ne me mens pas à moi-même, mais en final, bien sûr que si, que tu le fais, et elle le sait, je connais tellement ça. Il y a des fois où je dis des trucs, et elle me regarde, elle fait, mais t'es pas comme ça. Ouais. Si, je suis comme ça. Ouais. Non. Et après, au fond de moi, je me dis, elle me connaît, mais tellement bien. C'est pas possible. C'est ça, mais puis je pense que aussi, j'avais beaucoup de préjugés par rapport au matériel homme-femme, le matériel de couple. Avec toute mon arrogance, j'avais décidé de pas parler de couple dans ma carrière parce que je trouvais que les humoristes en avaient trop parlé, que ça avait été trop utilisé pour rabaisser les femmes, ça avait été trop utilisé pour ci, pour ça, blablabla. Jusqu'à ce que je réalise, attends une seconde, il y a rien de plus profond qu'une relation amoureuse. Franchement, je le pense. Je pense qu'il y a rien de plus profond, complexe. Il y a rien qui se rapproche de l'âme humaine et la psyché humaine qu'une relation amoureuse entre deux personnes. C'est tellement complexe, c'est tellement weird, il se passe tellement de trucs, il y a tellement un échange, une évolution que, au contraire, maintenant, j'ai envie de placer ça au centre de mes réflexions parce que j'ai l'impression que si je place mon évolution personnelle et amoureuse au centre de mes questionnements, j'enlève un peu de responsabilité au monde pour expliquer pourquoi moi je souffre. Tu comprends? Je sais que c'est moi qui est au centre de ce que je vis et de ce que je subis et non pas le monde. On dirait que ça enlève beaucoup de poids à mon travail d'humoriste, d'arrêter de blâmer le monde et de commencer à plus creuser à l'intérieur de
de moi, et pour creuser à l'intérieur de moi, j'ai besoin de ma femme parce que c'est elle qui me fait regarder là où je veux pas regarder. Et c'est ça qui, je pense que c'est là qu'il y a du drôle. Là, c'est là que le drôle se trouve là où tu veux pas regarder. Mais je suis content parce que j'avais noté, est-ce que tu vas parler plus du couple? Parce que je trouve qu'à chaque fois que tu en as parlé, ça m'a parlé et je suis trop content que tu dises que tu veux en parler plus parce que je trouve que tu as une approche différente là-dessus. Et en fait, on entend souvent parler du couple, mais je me reconnais rarement dans ce qui est dit dedans. Je trouve que c'est souvent négatif, en mode elle me saoule. Et moi, je suis là, mais moi, elle me saoule pas du tout. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois qu'il y a des sketchs sur le couple, je me dis, mais séparez-vous. Ouais, c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Et tu sais, quand quelqu'un, par exemple, un humoriste va dire, genre, tu sais, des trucs ultra clichés, genre, tous les jours, elle me demande de jeter les poubelles. Il faut toujours que je sorte les poubelles, genre, ok? Mais genre, il faut que tu sortes les poubelles. Genre, c'est la base d'une maison propre. C'est qu'il n'y ait pas de poubelle à l'intérieur. Je vois pas ce qu'elle te demande qui mérite que tu sois en colère. Je suis d'accord avec toi à 100%. La majorité des choses que mais tu sais pourquoi les humoristes font des bits comme ça sur leur copines ou leurs épouses ou whatever? Parce que les gens vont rire. C'est juste pour ça. Et tu sais, les gens, le public qui rit à ça, il rit parce qu'il veut rire. Il faut jamais oublier que le public, c'est pas des cons. Ils sortent de chez eux, ils veulent rire. Et ils sont hyper généreux. C'est-à-dire, quand ils s'assoient dans la salle, ils se mettent en mode, mais dès que j'ai une opportunité, je vais rire. Ils vont pas analyser tes jokes puis dire, ça c'est misogyne. Pourquoi tu parles comme ça de ta femme? Tu véhicules un propos. C'est pas comme ça qu'un public réfléchit. Un public, si il peut, d'une manière ou d'une autre, s'identifier à ce que tu dis, il va rire. Point final. Genre, tout le monde, la relation de couple, pour tout le monde, garçon et fille, fille, garçon, non-binaire, tout ce que tu veux, deux êtres humains qui vivent ensemble, c'est compliqué. Ça finit là. Donc, ça vient avec des accros, ça vient avec des conflits, ça vient avec... Donc, c'est sûr que s'il y a un gars qui vient et dit « Ma femme, j'ai plein de problèmes avec elle, blablabla. » C'est sûr, les gens, ils vont rire parce que c'est un exutoire pour eux. Mais toi, en tant qu'artiste, quand tu aimes tellement ce rire-là, que ça devient idéologique, construire une identité qui est complètement fausse à propos de ta femme ou ta copine, c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Mais ça revient à ce qu'on se disait, on peut se mentir à soi-même longtemps juste parce que on aime le résultat que le monde extérieur nous renvoie. Puis, ouais, il y a quelque chose là-dedans, je crois. Franchement, j'ai envie que tu en parles parce que... Je te confirme que mon prochain spectacle est déjà écrit et j'en parle pendant... je pense 20 minutes d'entrée de jeu, dès que le spectacle commence. Ah, j'ai tellement hâte de le voir. Mais dans le deuxième spectacle, c'est Ingénu, t'as un petit passage, et je crois que c'est peut-être mon passage préféré du show, c'est, tu dis, tu dois rentrer, il y a un pote qui t'invite à aller à une soirée pour aller voir du hockey, et tu dis, moi je vais rentrer manger avec ma femme, et il dit, ouais, mais t'as pas de couilles et tout, et tu dis, mais manger avec ma femme, c'est un chouette moment dans ma vie. Et tu pars sur un truc comme ça. Et j'étais là, mais tellement. Et je me suis dit, c'est la première fois que j'entends ça dans un sketch. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a vraiment quelqu'un qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, mets tes couilles, viens manger avec nous. J'étais comme, non, tu comprends pas. Je préfère ne pas manger avec toi et manger avec elle. C'est un être humain que je préfère à toi. Donc, tu sais, ça, le problème est réglé. Logiquement, c'est l'être humain que tu préfères au monde. Donc, la réaction devrait être, ah oui, je comprends. Exactement. Mais tu sais, ça vient de loin, ce truc-là. Ça vient du fait que très longtemps, dans beaucoup de cultures, et même, il n'y a pas si longtemps que ça, même dans la culture moderne occidentale, se marier, c'était la manière de quitter le nid familial. Et je pense que les gens pouvaient choisir n'importe quoi ou n'importe qui très souvent juste pour s'en aller. Et oui, effectivement, si tu choisis n'importe quoi et n'importe qui, tu peux mépriser la personne, tu peux détester la personne avec qui tu vis. Surtout quand culturellement, c'est très découragé de divorcer, de séparer. Donc je pense que ce genre de commentaires-là, ce sont les vestiges d'une culture occidentale qui tranquillement n'existe plus. Les gens c'est de moins en moins mal vu de divorcer, c'est de moins en moins mal vu de séparer.
les gens attendent de plus en plus longtemps avant de se caser, à un certain moment, il va falloir qu'on arrête de dire que le problème, c'est l'autre, quoi. Oui, c'est clair. Ben, donc je t'encourage à aller à fond là-dedans et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire là-dessus. Parce que j'avais vraiment le tout je revenais un petit peu sur tout, mais on est un petit peu touché un petit peu à tout, un petit peu comme ça, donc faut juste que je me reprenne un petit peu. C'est qu'on s'est trop préparé, tu vois, c'est le problème. J'ai fait un peu trop la radio avec des trucs trop préparés. Ah oui, tant qu'on parlait de ça, j'avais adoré la phrase quand quelqu'un croit en toi, mais pas toi. J'avais adoré cette phrase. C'est fou, ouais, ça. Mais c'est ce feeling-là moi, ce feeling-là, ça m'a accompagné tellement de moments dans ma vie que des gens croient en moi avant que moi je crois en moi. Je suis encore à ce jour fasciné par ça, par la force d'un encouragement. Oui. C'est très souvent les gens, je sais pas pourquoi, très souvent les gens vont garder les encouragements pour eux. C'est-à-dire ils vont pas être généreux dans leurs encouragements envers quelqu'un. Mais moi je suis persuadé que ça peut changer la vie de quelqu'un pour le mieux. Juste dire à quelqu'un, vas-y, continue, je crois en toi. Tu sais, un truc comme ça, waouh, tu peux changer la vie de quelqu'un avec ces trois phrases-là. Ouais, c'est clair. Je crois que c'est une des choses que j'aime le plus chez ma copine, qui j'espère écoutera cette partie et sera contente. C'est qu'elle croit en moi, mais beaucoup trop. Je ne comprends pas. C'est important à l'intérieur du couple. Pour toutes les fois où on se dit non, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. il faut croire quand c'est le moment de croire, tu sais, que c'est parce que dans ton couple aussi, c'est aussi l'endroit où il y a quelqu'un qui va dire je pense pas que tu devrais faire ça, je pense pas que tu devrais faire ça. Fait que j'adore. C'est super important que dans un couple les deux s'encouragent. Et ça permet aux deux d'évoluer et de grandir et de devenir des meilleures versions d'elle-même. Exactement. Aussi. Il y avait un truc que j'avais vraiment envie de te parler, c'est t'es venu plusieurs fois jouer en France et t'as vraiment lié des liens d'amitié très forts avec Farid, Jason Brokers, Panayotis, Pasco. Comment elle est née cette amitié-là? Je suis trop curieux de tout ça. C'est grâce à eux que cette amitié-là est née. Parce que ils sont venus jouer pour la première fois, je crois que c'était en 2015 ou 2014, 2015, je sais pas, l'été. C'est carrément eux qui ont décidé qu'on allait être amis, quoi. Eux, okay. Ça s'est passé comme ça. Genre, ils m'ont vu sur scène, puis après, ils ont décidé qu'on était amis. Puis moi, j'avais jamais vécu un truc comme ça encore dans le milieu de l'humour, des gens qui veulent être mes amis, mais juste vite comme ça. Et genre, j'étais tellement content, puis j'ai commencé à chiller avec eux. Quand je suis allé à Paris, j'avais pas encore des liens d'amitié comme j'ai avec eux aujourd'hui, mais je suis arrivé à Paris. La première fois que j'ai été pour jouer, c'est Jason qui m'a accueilli. J'ai dormi chez lui, quoi. Que je le connaissais à peine d'un été, puis il m'a ouvert sa porte, m'a offert son lit, il s'est occupé de moi, il m'a fait visiter. J'ai rarement senti une amitié aussi fraternelle et authentique avec lui, et ça s'est transposé avec Farid et avec Panayotis, la même chose. Pour moi, ces gars-là, même si demain je fais plus d'humour, ça va être encore mes frères. Tu comprends? Comme je les aime profondément. J'aime les personnes qu'ils sont, quoi. Donc, puis Panayotis, je l'ai rencontré un an après les gars, parce que lui, était pas venu le premier été à Montréal. Et la même chose. Je m'attendais pas à ce qu'on devienne amis aussi vite, mais ça s'est fait vite. On est devenus potes, puis après ça, on n'a plus jamais regardé en arrière. Ah, mais je trouve ça génial. Mais après, je pense que les humoristes entre eux, il y a un truc pour connecter. Enfin, tu te comprends plus facilement. Il y a des. Mais moi, j'aime pas trop chiller avec les humoristes. J'aime pas trop passer du temps avec des humoristes. Eux, je les mets dans une case exceptionnelle parce que j'aime les êtres humains qu'ils sont. Okay. Mais je n'ai pas un préjugé favorable envers les humoristes. J'ai pas de préjugé défavorable non plus, mais je pense vraiment pas que je pourrais être ami avec un grand pourcentage d'humoristes. Okay. Je pense que j'ai autant de chance, c'est le même bassin pour moi que les humains en général, c'est-à-dire je pense que je peux être ami avec 10% des gens peut-être. 90% des gens, je vais être juste pas connecté avec eux. Ce que je veux dire, c'est que c'est des fois un peu plus facile de connecter au départ. Après, c'est comme avec toute relation, ça évolue. Mais j'ai l'impression qu'avec des humoristes, il y a des étapes que tu passes pas parce que on te capte plus facilement au départ et après peut créer la relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a des étapes en moins à faire.
Enfin, moi, c'est mon ressenti. D'accord avec toi, t'as raison. T'as raison que il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de presque automatique entre humoristes pour se comprendre à court terme du moins. À long terme, après, effectivement, ça peut changer, mais à court terme, oui, c'est vrai. Et est-ce que tu sais que dans tous les podcasts que font Jason Brokers, Farid et Roman aussi, avec qui t'as fait Poskawa, qui au passage j'adore. Je le place parce que j'ai pas pu le dire plus tôt. Est-ce que tu sais qu'à chaque podcast, il te recommande à chaque fois et te cite souvent comme le meilleur dans le stand-up? Je sais qu'ils sont... Mais ils font ça parce que je pense qu'ils font ça parce qu'ils m'aiment comme personne, tu sais, je pense parce que moi je dis la même chose d'eux. Moi je trouve que je suis chanceux parce que mes amis, c'est mes humoristes préférés, tu sais, donc puis j'apprends d'eux, puis je les regarde, puis j'évolue avec eux, mais c'est sûr que ça me touche profondément à chaque fois qu'ils disent quelque chose de gentil à mon égard, ça me touche parce que c'est pas quelque chose que j'entendrais au Québec à mon sujet. Et des fois, ça me fait rire que je pense que c'est j'ai une connexion qui est forte avec les artistes français puis la France, puis c'est sûr que ça me touche profondément à chaque fois qu'ils disent des choses mais en même temps je trouve que c'est dangereux de dire c'est le meilleur, il faut pas dire des choses comme ça parce que c'est totalement faux. Moi, pour être honnête avec toi, j'ai tellement l'impression que je suis pas bon. Moi, j'ai vraiment l'impression... Moi, je vis ma vie comme si j'ai rien fait et je suis pourri. Et, tu sais, quand je monte sur scène, j'ai tellement de voix dans ma tête qui me disent que je suis pas bon. Je vais jamais faire semblant que genre, en fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui aimerait se sentir bon puis se sentir, mais moi naturellement tout seul je suis pas capable de me sentir bon, donc c'est sûr que quand ça vient de l'extérieur, puis ça c'est je recommande à personne que votre valeur soit définie par l'extérieur, c'est pas du tout recommandable, mais c'est sûr que ça me touche quand c'est des amis parce que je les aime et puis je suis content qu'ils je sais pas, je les aime profondément, donc c'est sûr que ça va me toucher beaucoup. Mais moi, personnellement, je me fixe comme objectif. Dans ma tête, je me dis, j'aimerais être bon. J'aimerais qu'à 45 ans, je sois bon. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, moi, je te vois comme le gars dans les gars que je préfère en humour, donc je me dis, le gars que je trouve un des meilleurs, je veux dire un des meilleurs parce qu'il y en a tellement que, voilà, et se dit qu'il est pas bon, et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je suis? Je me dis pas que je suis pas bon, mais je me vois en apprentissage encore. Moi, je considère encore, hier, je suis allé faire mon premier show en 3 mois. Je vais là-bas, puis j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que j'ai à découvrir. Tu comprends ce que je veux dire? Comme, j'ai hâte de voir, waouh, qu'est-ce qui va sortir aujourd'hui? Comme, qu'est-ce que je peux améliorer? C'est quand le prochain moment Netflix où je vais sentir que, après telle expérience, je vais avoir appris quelque chose à propos de moi. En fait, quand mes amis disent c'est le meilleur, je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est juste on aime ce qu'il fait. Puis c'est leur manière de dire on aime ce qu'il fait. Mais moi, je me vois vraiment comme un gars qui... J'aimerais ça à 45 ans avoir atteint mon espèce d'idéal d'humoriste, de dire ce que j'ai à dire sans m'en vouloir de dire ce que j'ai à dire. Faire ce que j'ai à faire sans m'en vouloir, sans penser à trop de détails puis aux répercussions et tout. Je pense que je suis sur cette voie-là et je m'encourage à tous les jours à continuer, mais moi, je me vois pas du tout... il faut que je me mette dans la position d'un élève. C'est ça qui est important. Ouais, mais c'est chouette, mais ça veut dire que tu as encore une marge de progression et tu te vois encore devenir meilleur. Je serais vraiment triste si quelqu'un arrivait et me disait « Je pense que tu progresseras plus. » Je pense que je serais misérable. Je serais vraiment triste, je me dirais, waouh, ça sert plus à rien. Mais est-ce que toi qui es donc, comme tu dis, sur une progression, quand tu regardes ce que tu as fait dans le passé, tu trouves ça mauvais ou tu regardes en te disant, ah, je suis meilleur maintenant? Ni l'un ni l'autre. Je me dis, partout où j'ai été, j'ai fait ce que je pensais qui était le mieux avec les outils et les connaissances que j'avais. Moi, je vis selon une recommandation de mon père. Mon père m'a toujours dit, ça me dérange pas que tu fasses des erreurs, mais ce qui me dérange, c'est que tu fasses les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Et je pense que j'essaie d'attribuer ça
à moi-même, c'est-à-dire à mon moi du passé. Ça me dérange pas d'avoir fait une erreur hier, mais je veux juste pas la répéter si j'ai vu que c'était une erreur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc des fois, je regarde ce que je faisais autrefois, je vois des erreurs, je vois des trucs que je trouve pas bons, que je ferais plus, mais je me dis pas t'es pourri. Je me dis genre ouais, t'as fait comme à ce moment-là, tu pensais que c'était ça. Okay. Et puis c'est pas grave. Les gens aiment ça quand même. Ça me concerne pas. Moi personnellement, je veux pas refaire cette erreur-là. Mais d'ailleurs, je conseille aux gens, il y a le spectacle Je t'aime qui est disponible sur YouTube et que moi j'ai adoré. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai contacté au départ, juste pour te dire merci pour ton spectacle. Et après, je me suis dit, allez, tentons notre chance. Merci. Je vais conclure avec ce que je t'avais dit, c'était l'interview name dropping, où je vais juste te demander des noms d'humoristes. Je suis curieux de savoir un petit peu l'humoriste le plus sympa que tu aies rencontré. Le plus sympa que j'ai rencontré, définitivement Jason Brokers. Parce que en tant qu'être humain, quoi, je connais pas un être humain aussi facile à côtoyer. Tout est simple avec lui. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vraiment un être humain en or, ce gars-là. Donc sympa, c'est presque une insulte dans son cas. C'est vraiment un être humain en or. Bah, j'espère qu'il l'entendra. L'humoriste qui t'inspire le plus? Dave Chappelle. Ah, je savais que t'allais dire ça. Sans l'ombre d'un doute. Moi, je pleure quand je regarde ses spectacles. Je pleure. Pas de rire. Je pleure tellement je trouve ça bon. Je vais pleurer comme si je venais de lire un passage de poésie ou de philosophie qui vient de genre changer ma perspective sur ma place dans le monde et le pourquoi on est sur Terre et toutes ces choses-là. C'est quand je regarde du Dave Chappelle, je vis des émotions extrêmement vives et profondes. Et je suis mort de rire. Mais genre, pour moi, c'est l'ultime professeur de stand-up. Ok, c'est le maître. C'est celui que, dorénavant, je me dis, si je fais ça, est-ce qu'il serait fier de moi ou est-ce qu'il serait déçu? Je pense que c'est important d'avoir des pères spirituels que tu te dis est-ce que mon père serait fier de moi et s'il tombait sur ce que je faisais, est-ce qu'il aurait honte de moi ou il serait fier de moi? Je sais pas, des fois je me dis ça. C'est sûr qu'il faut être soi-même puis il faut pas. Mais j'aime bien me dire comme est-ce que je serais ami avec Jacques Brel s'il était vivant? Ah, je comprends tellement. Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Tu t'es dit, waouh, je savais pas, mais c'est tellement fort, une découverte, quoi. Ouais, oui, moi je trouve que Panayotis, c'est un des talents d'humour les plus exceptionnels et extraordinaires que j'ai vu de ma vie. Je dis ça parce que, bien que je sois entouré de talents exceptionnels parmi mes amis humoristes, dans son cas, il y a une progression qui a été fulgurante, dont j'ai été témoin. J'étais aux premières loges de cette progression-là. Puis je trouve que quand on voit des choses comme ça, il faut le dire. Il faut être capable de dire c'est pas normal. Tu comprends? C'est pas tout le monde qui va. Puis c'est comme ça. C'est juste comme ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un gars que entre l'âge de 19 et 21 ans, il est passé de essayer de faire un 5 minutes à avoir un des shows les plus gangsta que j'ai vu de ma vie. J'aime tellement son show. J'ai dû le voir comme 10 fois parce que je travaille avec lui sur le show. Mais tu sais, je travaille avec lui. On regarde le show puis on discute, mais c'est pas moi j'écris rien. Moi, je sais pas, juste je regarde le show comme un spectateur puis j'aime ça. Puis j'ai tellement hâte de voir où ça va aller parce que je pense que c'est vraiment c'est ma surprise des dernières années. C'est dans les spectacles que j'ai tellement hâte d'aller voir parce que il a l'air top. J'ai juste vu des extraits, des passages qu'il a fait, des scènes. Je crois que tu vas aimer ça. Pour avoir discuté avec toi pendant 2 heures là, je crois que tu vas aimer ça. Ok, j'ai hâte de découvrir. Le spectacle que tu recommanderais le plus s'il y a un spectacle d'humour à voir? Moi, je pense qu'un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, c'est Hilarious de Louis C.K. Pour moi, Hilarious, c'est genre Louis C.K. c'est pas à son top. Il y a une maîtrise de son style, mais il y a aussi je sais pas, il y a quelque chose de spirituel dans ce show-là. Il y a quelque chose de métaphysique pour moi. Genre, j'ai vu ce show-là tellement de fois parce que j'avais l'impression, un peu comme quand t'écoutes un album de musique qui est tellement bon, genre tu tombes sur du Pink Floyd, puis c'est plus juste de la musique. C'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit le mot métaphysique, parce que c'est autre chose. C'est plus que ça. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, ce show-là, ça
ça a changé ma vie parce que je l'aimais déjà avant ce show-là, mais quand ce show-là est sorti, évidemment, je dirais le dernier show de Dave Chappelle, pas 846 parce que ça c'est plus un show d'humour commentaire sur l'actualité, c'est à vif. Moi, je parle de juste celui qui est sorti avant. Celui qui est sorti juste avant 846 sur Netflix. Il est sorti il y a quelques mois. Je sais plus te dire le titre, mais... Tout ce que Dave Chappelle a fait depuis son retour, c'est pour moi le meilleur show. Mais il faut aussi que je dise que une de mes humoristes préférés qui a vraiment changé ma vie, c'est Maria Bamford. Maria Bamford, je l'ai vue live dans un petit théâtre de 100 places à Montréal. Et à ce jour, j'ai des frissons quand j'y repense. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi puissant créativement que Maria Bamford. C'est une leçon de stand-up et de créativité pour toute la planète. Je pense qu'il n'y a pas un humoriste qui ne bénéficierait pas de voir cet artiste-là en personne. Je l'ai vu 2 fois en personne. Son deuxième show, je l'ai trouvé un peu trop similaire au premier que j'avais vu. Mais le premier que j'avais vu, vraiment un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Je la connaissais pas et c'est en écoutant les podcasts, je crois que tu l'as cité dans un des podcasts et j'ai été écouté et je me suis dit « Ah ok, c'est fou !» Et je me suis dit c'est marrant parce que tu citais 2 humoristes, c'était Dave Chappelle et Maria Bamford. Et je me suis dit tu mixes les deux et il y a un peu d'Adib. le côté fou et le côté observation à la Dave Chappelle aussi. Et je me suis dit, c'est marrant que les deux... Tellement, mais je te jure, Maria Bamford, c'est une des rares que quand j'ai vu, le lendemain, sur scène, je n'avais plus de limite dans ma tête. Genre, le lendemain, j'étais sur scène, j'ai comme... Ok, je suis pas obligé de jouer un personnage pendant juste 5 secondes. Je peux le jouer pendant 1h30 si je veux le personnage. Il y a personne pour m'arrêter. Et genre, c'est elle qui m'a donné cette clé-là dans ma tête. Quand je l'ai vue, j'ai fait, ok, tu peux faire ça. T'as le droit de faire ça. C'est elle she enabled it for me. Tu comprends? Comme c'est elle qui l'a rendu possible. Mais c'est que ton personnage où tu fais la voix de fille. À la toute fin, je t'avais dit, je vais te demander de choisir entre 2 humoristes et tu dois juste me dire la personne qui te fait le plus rire. Donc c'est absolument subjectif. Mais c'est celle qui te fait le plus rire entre les deux. Ok, vas-y. Ça va? Ouais. Entre Catherine Levac et Virginie Fortin. Catherine, me fait... Catherine, elle a... ben, les deux sont très drôles. Là, tu me fais jouer un jeu. J'accepte, mais je tiens à dire, je veux pas me mettre dans une situation. Catherine me fait un peu plus rire. Parce que Catherine, elle a un côté... je m'en calisse. Elle a un côté, je m'en bats les couilles quand elle parle. Il y a comme une espèce de... comme un soupir à la fin de chacune de ses phrases qui est tellement maîtrisé. J'adore le côté... Je pense que le côté pince sans rire vient vraiment me chercher chez Catherine. Mais je vais te retirer des problèmes en disant que tous les humoristes que j'ai choisis, c'est que des gens qui sont bourrés de talent et j'ai fait exprès de choisir des gens que tu adores juste pour te compliquer la tâche. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne sont pas drôles, qu'ils ne sont pas bons. C'est que des légendes que j'admire énormément. Le deuxième choix, c'est entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Oh, fuck. Shit. Oh mon Dieu, c'est impossible cette question-là. C'est genre... C'est impossible. Je peux pas répondre à ça. Je suis désolé. Ok. Non, je comprends. Impossible. Les deux sont fondamentalement hilarants, genre. C'est comme... Il y a rien à faire avec... Je pense qu'après avoir vu son dernier special qu'il a mis en ligne au début de la pandémie, je pense que je dois donner le upper hand à Dave Chappelle maintenant. Parce que j'ai l'impression que ce qu'il a traversé, Louis C.K., ça l'a brisé un peu comme personne. Il est tout aussi drôle, mais il a perdu je pense qu'autrefois, il y avait une forme de bonhomie qui a disparu. J'attends de voir un peu ce qui va sortir. Je suis encore en attente et j'espère que ça va reprendre comme c'était avant parce que moi j'aurais choisi Louis C.K. entre les deux. Ok, c'est bon. Bon, ben, tu vois, c'est bon. Entre Roman Frécinet et Fari. Oh mon Dieu, mais c'est pas juste tes questions. C'est pas juste. C'est pas juste. Je peux pas. C'est pas juste, non. Y a rien. Je peux pas répondre à ça. Les deux sont exceptionnels. Les deux, c'est mes amis. Mais je sais bien. Je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que la question, je sais pas y répondre. Moi, tu me demandes les deux. C'est mes deux préférés en France en ce moment. Et Fari, j'étais le voir en spectacle. C'est incroyable. Roman est plus drôle pour la folie de sa créativité.
Farid est plus drôle pour juste le tellement dur d'être drôle à ce point avec des thèmes aussi durs à aborder. Je sais pas si les gens réalisent la puissance de ce gars-là. Pour moi, Farid, c'est un de mes modèles d'artiste. C'est l'artiste contemporain. C'est genre, les gens, des fois, on dirait des gens, ils voient le côté swag, le côté, genre, stylé de Farid, mais genre, moi, je vois je sais pas, mais moi, je vois le côté activiste, artiste, là, tu sais, c'est un gars qui peut changer les choses. C'est un gars qui utilise sa tribune. Ouais. Oui, il est hilarant, mais il change les choses en l'étant. C'est ça, man. C'est un gars qui marche sur les pas de gens qui sont très grands, puis faut le dire aussi dans ce cas-là, tu sais, donc, les deux hilarants pour des raisons totalement différentes, mais tout aussi valables. Je me rends compte que tous les choix que je t'ai mis, c'est des compliqués. Donc, je vais te donner les suivants, mais ne choisis pas entre les deux. Je t'avais mis Jason Brokers et Panayotis. Et qui me fait rire le plus entre les deux? Ouais. C'est drôle, j'imagine leur réaction à si je dis un ou l'autre, et ça me fait... Ça dépend. En fait, ça dépend dans quel contexte. Je pense que encore une fois, on est sur un gros ex-aequo. Je peux pas. Ouais. C'est mes amis, je les aime trop. Je peux pas choisir. Je les aime, les gars, ils me font rire autant. Entre Martin Matt et Maxime Martin. Je pense que Martin Matt a développé un langage humoristique tellement puissant que, genre, je vais dire Martin Matt. Sa manière de parler puis de raconter des choses est tellement unique à lui que, mais il faut dire que d'un côté plus stand-up, Maxime me fait beaucoup, beaucoup rire aussi. Donc, tu sais, oui. Je trouve toujours le moyen de donner une victoire à chacun des candidats. Oui, mais il n'y a pas moyen de dire du négatif en même temps. C'est que des artistes de fou. Et j'ai vraiment été chien. Je sais, en particulier sur toi, comme j'ai écouté vraiment tout, je sais vraiment qui choisir. Les suivants, c'est entre Julien Lacroix et Jay du Temple. C'est Julien. Ok, Julien, il faut que les gens comprennent. Julien, c'est la personne qui me fait le plus rire sur Terre. Ouais. Mais moi, j'ai pas été le voir en spectacle tant de fois que ça, Julien. Je l'ai vu en spectacle. Quelquefois, moi, je parle dans la vie de tous les jours. Quand je passe du temps avec lui, il y a personne qui peut me faire rire autant dans la même minute. Ok, oui. Alors je vais dire Julien. Moi, j'aurais dit Julien aussi. Au passage, dans ton film, il est incroyable. C'est une performance d'acteur de fou. C'est impressionnant. J'étais sur le cul au niveau de la performance, quoi. Entre Guillaume Wagner et Mike Ward. Ah, intéressant. Qui me fait rire le plus entre ces deux-là? On aurait tendance à croire que c'est des styles similaires, mais non. Je pense que récemment, puis là, les dernières fois que je les ai vus, je pense que Guillaume m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Mais c'est parce que Mike, c'est une des personnes les plus drôles au monde, là. C'est sûr qu'il peut gagner ce concours-là n'importe quand, mais il me semble que les dernières fois que j'ai vu Guillaume, il m'avait vraiment, vraiment, vraiment fait rire. Donc, je vais dire Guillaume à cause de mon souvenir le plus frais. Ben moi, je prends Mike Ward comme ça, il y en a aucun. C'est bon, c'est parfait, ça. Entre Maria Bamford et Blanche Gardin. Ok, mais là, même si j'ai dit que Maria elle a changé ma vie, pour moi, Blanche, c'est la meilleure humoriste sur Terre en ce moment. En ce moment, là, tu sais, quand on dit genre, l'air d'un gars qui dit n'importe quoi, parce que je viens de dire que Dave Chappelle, pour moi, c'est genre c'est pas la même chose. Quand je dis en ce moment, ça veut dire que présentement, là, quand je regarde dans tous mes collègues qui font ce métier-là, la personne que je trouve la plus gangsta, genre, juste, c'est bon ce qu'elle fait. Juste, tu sais, quelqu'un qui est en train de maîtriser son style, mais d'une manière tellement naturelle. Il y a quelque chose de tellement puissant dans sa manière de travailler que, en ce moment, moi, c'est ma préférée sur Terre. Yeah, je suis content de mes choix. J'ai bien choisi. Ouais. Entre Louis-José Houd et François Bellefeuille. Waouh, François, je pense que François, c'est des plus gros. Je pense que François, il y a quelque chose de plus. Des punchs un petit peu plus lourds, mais Louis-José, c'est un phénomène. Louis-José, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est un autre que tu dois dire, arrêtez d'essayer d'être comme lui. Arrêtez de me faire chier à essayer d'imiter un gars sur 1 million. C'est un gars sur 1 million, il est comme ça. Même plus qu'1 million. Un gars sur 100 millions est comme ça, ou une fille sur 100 millions. C'est unique.
qu'est-ce qu'il fait? Combien d'humoristes tu connais que de l'âge de 18 ans à 45 ans, ils sont fucking hilarants, genre, juste bons, ils font ce qu'ils ont à faire, ils sont bons, chaque show. En plus, dans son cas, lui, c'est que d'un show à l'autre, les gens s'en rendent pas compte parce que je pense que ça fait partie du génie de son travail. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est profond ce qu'il fait. Et je pense que les gens, ils pensent qu'ils vont juste rire avec un gars qu'ils adorent, mais quand tu analyses les spectacles, c'est tellement deep. Les bits sur la famille, les bits sur vieillir, les bits sur... dans ce dernier matériel qu'il fait, il parle d'amour, de rupture, il parle de solitude. On dirait que genre les 20 premières années de sa carrière qu'on pensait déjà exceptionnelles, finalement c'était juste un préambule pour un Louis-José qui tranquillement commence à sortir, genre il nous montre des facettes de sa personnalité qui étaient cachées tout ce temps-là, puis ça me fait encore plus apprécier l'artiste. Moi, pour moi, Louis-José, c'est le genre de si c'était un humoriste anglophone, ce serait genre de la catégorie Kevin Hart en termes de popularité. Ça serait d'une puissance, déjà ici au Québec, c'est d'une puissance incroyable, sa popularité, mais pour moi, c'est le prototype, c'est tellement, regarde, je dis prototype, tout le monde essaie de faire comme lui ici, puis ça marchera jamais, ça marchera pas. C'est trop unique ce qu'il fait, c'est lui, quoi. C'est lui depuis longtemps. Moi, je le trouve exceptionnel. J'aimerais bien en parler autour de moi, mais personne. En Belgique, il est pas connu. C'est tellement bon. J'ai envie que tout le monde entier connaisse ça, mais. Ça va venir avec le temps. Ça va venir. Je pense que la francophonie commence à s'ouvrir sur la francophonie. Mm-hmm. Et au même titre que les anglophones partout sur Terre regardent ce que les anglophones font, les francophones doivent commencer à consommer de la francophonie, mais pas que local. Pas que la Belgique, pas que le Québec, pas que la France. Pour l'instant, c'est que la France qui est un peu l'Amérique de la francophonie qui détermine qu'est-ce qui est populaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je pense qu'avec des trucs comme ça, comme on est en train de faire, toi et moi, dans 15-20 ans, je crois que la culture va être différente par rapport à la consommation d'art et de médias francophones. Je pense que ça va bouger. Je pense que c'est grâce à nous. C'est toi et moi aujourd'hui, c'est le premier domino d'une longue... Ouais. Je t'en demande un dernier entre Mehdi Boussaïdan et Yannick de Martino. C'est dur, hein, parce que les deux sont d'une puissance... Comme je dois y aller et que je veux pas faire un long débat entre ces deux, je vais y aller avec... j'ai envie de dire les deux. Je vais aller avec Mehdi. J'allais avec Mehdi pour cette fois-ci parce qu'il y a encore une fois mon dernier souvenir, le dernier que j'ai vu c'était lui, donc c'est lui qui va gagner, mais les deux sont extrêmement drôles. Ça va. Et bien encore une fois, moi j'allais choisir Yannick parce que c'est un style d'humour qu'on a tellement pas par ici et moi c'est à chaque spectacle, chaque passage que je vois, mon cerveau bug et je connais rien comme ça. C'est tellement à part. Yannick c'est un inventeur, tu sais, c'est un électron libre. Tout ce qu'il fait, ça n'a jamais existé. Donc c'est sûr que c'est du lourd ce qu'il fait. C'est d'une puissance extrême. J'ai aucune difficulté à comprendre pourquoi c'est lui que t'as choisi. J'y vais avec Mehdi parce que Mehdi a un côté aussi où il est con. Je le connais, genre il me fait rire pas juste parce qu'il est bon, mais aussi parce qu'il a ce petit côté-là candide. Il y a ce petit côté candide que je trouve qu'on voit peu souvent chez des humoristes. Ouais. On dirait que ces temps-ci, j'en vois pas souvent de la candeur en humour. Et lui, il a ça, puis ça vient beaucoup me chercher. Ça contribue beaucoup au fait que j'ai envie d'éclater de rire quand c'est lui. Parce que justement, il y a cette candeur, il y a ce côté-là où j'ai l'impression que j'écoute mon petit frère faire des jokes, puis genre... C'est d'où le mot con, c'est pas du tout péjoratif, c'est plus pour montrer le côté fraternel, naturel de la relation qu'il crée avec son spectateur. Je vais te laisser tranquille avec une toute dernière question, mais qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice que toi, donc dans le podcast? Je sais pas. Blanche, j'aimerais ça entendre un podcast avec Blanche comme ça. Ah ouais, moi aussi j'aimerais bien. Blanche comme ça pendant 1 heure.
Ouais, blanche, je vais dire blanche. Il faut que tu tentes ta chance. Bah, je vais tenter ma chance, mais ouais, vraiment, on sait jamais. Et je dirais que c'est grâce à toi. Si tu veux, il y en a déjà un de Louis Dubourg, un café au Losset. Il a aussi. Ah ouais, ok, je vais aller l'écouter. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir bien voulu faire le podcast avec moi. C'était vraiment chouette. J'espère ne pas t'avoir mis en retard. Non, ça va, je vais y arriver. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu aussi de le faire. Ah, grave, j'ai vraiment aimé ça. Super, ben merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.